on est super heureux, sincèrement, d'être ici ce matin avec Audrey-Anne. Vous avez sûrement plein d'attentes, puis on va y arriver aussi dans une présentation pour essayer de comprendre c'est quoi vos attentes. Fait qu'on ne pourra pas sauver le monde, malheureusement, ensemble ce matin. Donc, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais je sais qu'on va avoir des pistes de solutions super intéressantes, qu'on va pouvoir discuter, puis qu'on va pouvoir apprendre à se connaître aussi. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, on va apprendre un peu plus sur citoyenneté jeunesse, puis ensuite de ça, nous, on veut vraiment y aller un peu en entonnoir, dans l'idée où est-ce qu'on veut s'assurer avec notre prochaine partie qu'on comprenne bien de quoi on parle. Donc, on va parler de quels jeunes on parle, la réalité des jeunes, on va parler des enjeux, s'attarder aussi au concept, parce que pour nous, c'est important qu'on parle de la même chose pendant la formation. Fait qu'il va y avoir cet aspect-là qui est des discussions, puis qui est au cœur de notre approche dans les formations coordonnées en citoyenneté jeunesse. Ensuite de ça, on va aller parler d'obstacles à l'engagement. Fait qu'on va essayer de se tourner plus rapidement vers le concret. Puis on a la merveilleuse Sandrine qui est avec nous, qui va pouvoir aussi parler de son expérience en tant que jeune qui navigue dans les lieux de pouvoir des OCI. Ensuite de ça, on va tenter, comme j'ai dit, on ne pourra pas changer le monde malheureusement, mais on va se rapprocher très, très, très proche. On va tenter d'avoir des pistes d'action, des pistes de solutions, puis de faire une activité de consolidation si le temps nous le permet. Fait que c'est bien ambitieux parce que cette formation-là, on l'a adaptée, bien entendu, ce matin, mais c'est une formation qu'on donne d'une journée dans un autre contexte où est-ce qu'on parle peut-être plus de diversité culturelle parfois. Avec d'autres, on va moins en parler, mais c'est quand même un contenu qui est d'une journée. Donc, on va tenter d'y arriver. Moi, j'ai l'impression, je sais qu'on va faire de grandes choses quand même dans les 3 prochaines heures, mais ça, c'est un peu pour le plan de match pour aujourd'hui. Donc, c'est bon. On veut juste faire un petit tour rapidement. Donc, développer des connaissances en inclusion pour les jeunes, euh, outils pour stimuler l'engagement, avoir plus d'informations pour les stratégies, participation, découvrir les bonnes pratiques, savoir comment mobiliser, renforcer ma conviction. Super. Comprendre les défis, favoriser les motivations, l'intérêt, nos bénévoles participants. OK, super. Donc, je vois quand même qu'il y a beaucoup une volonté d'apprendre puis d'aborder tout ce qui est enjeux, défis, mais aussi des stratégies pour répondre à ces défis-là. C'est parfait. C'est vraiment la manière dont on a construit la formation, comme Elsa a mentionné. Donc, on va d'emblée, en premier lieu, passer un petit peu sur les enjeux, mettre des mots là-dessus. Puis ensuite, là, ça sera aussi le rôle d'Elsa un peu plus tard de vraiment poser des bases pour se donner des stratégies, mais on va aussi les mettre en pratique à travers des activités parce que on veut vous faire appliquer un peu ce qu'on tente et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, on va plonger maintenant sur le portrait des jeunes dans les OCI, pardonnez-moi. Donc, juste pour réexpliquer brièvement, c'est ça. Donc, c'est pas des données qui sortent de nulle part. Ça a été étroitement. Puis en fait, la raison aussi qui explique notre présence aujourd'hui, c'est comme Martine l'a bien expliqué, ça va dans le continuum des initiatives de la COSI, mais de la table de concertation jeunesse en solidarité internationale aussi. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelques résultats de l'initiative de sondage qui a été menée auprès des OCI et aussi des jeunes qui gravitent autour de ces OCI-là. Puis l'objectif, en fait, c'est d'avoir un premier portrait. Donc, c'est un premier pas pour un peu cerner c'est quoi la place des jeunes dans les CA au point de vue des OCI au Québec. Donc, il y a eu 2 sondages qui ont été menés. Puis comme Martine a expliqué, ces résultats-là ont été présentés là, à l'Assemblée générale annuelle de la COSI en juin 2020, puis, ou en 2021, là, je ne sais pas si c'est la bonne date, mais tout ça a été présenté et appuyé là, par les membres de la COSI. Est-ce que, Martine, les informations sont exactes? Oui, c'est exact. Oui, bon, excellent. Super. Donc, évidemment, ce que je vais vous présenter, là, c'est les données vraiment qui sortent de ces sondages-là. Donc, je vais simplement peut-être aborder quelques tendances pour comprendre un peu ensemble c'est quoi la place des jeunes actuellement sur les CA dans les OCI au Québec. Donc, brièvement, d'un côté, on a posé certaines questions aux OCI directement. Donc, de manière générale, on disait que 78 dans les OCI répondantes ont des jeunes de 35 ans et moins sur leur CA, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc, c'est
presque 80% ont des jeunes de 35 ans et moins, donc ce qui équivaut environ à 1,5 jeunes sur les CA dans chacun des OCI répondantes. Par contre, ce qui est intéressant à garder en tête, puis là, c'est que je ne sais pas sur les CA, vous êtes combien de membres, mais c'est toujours, puis on pourra en reparler, puis c'est ce qui va me permettre de faire un pont sur l'enjeu de la sous-représentation, c'est de toujours garder en tête que les jeunes, donc le bassin de population de 18-35 ans au Québec, représente 25% de la population québécoise. Donc, c'est bien avoir un jeune sur un CA, c'est un bon premier pas, mais par contre, la question, puis là, c'est ce qui nous amène à pousser notre réflexion au-delà de cette représentativité de 1,5, c'est est-ce qu'on a une juste représentativité des jeunes sur nos conseils d'administration et aussi dans nos autres instances. Donc, ça, c'est une petite piste de réflexion. Donc, oui, on a un bon pas. Par contre, on peut pousser notre réflexion pour aussi améliorer nos pratiques en vue d'avoir plus de jeunes pour atteindre une juste et saine représentativité des jeunes de 35 ans et moins sur les conseils d'administration. Oui, Marie-Christine. Oui, tu sais, on dit que 25% des jeunes dans la population là, de moins de 35 ans. Fait que, fait que c'est pas que je veux pas de jeunes sur les CA, c'est pas ça. Les stats, ça m'intéresse tout le temps. Mais sauf que, tu sais, on inclut aussi les 0-18 ans là-dedans, là, j'imagine. Fait que, tu sais, là, il y a un nom. Je parle de la tranche de 18 à Parfait. 35 ans. C'est bon, j'aime mieux ça parce que sinon, je me Oui, disais, non, là, on ne parle pas du 2-5 ans. Non, non. Non. Sur un CA, on n'est pas sûr. C'est bon. Merci. Il n'y a pas de problème. C'est une bonne nuance à apporter, effectivement. Donc, c'est toujours dans cette perspective-là de garder ça en tête. Puis, d'autres résultats que j'ai aimé peut-être mettre en parallèle, c'est d'abord, on avait une vision des organisations qui, à la hauteur de 57% des OCI répondantes, considéraient que la place des jeunes était satisfaite ou très satisfaisante, c'est-à-dire qu'on était confortable dans les actions puis dans ce qu'on mettait en place pour la place des jeunes dans les OCI. Mais de l'autre côté, ce qui ressortait de la vision des jeunes, c'est qu'il y avait quand même certains points qui peut-être disons, pouvaient entraver la participation ou la place qui était faite aux jeunes. Donc, par exemple, à 47% des répondants ont répondu que le climat organisationnel était peut-être moins bien adapté aux jeunes, aux besoins des jeunes. L'adéquation des valeurs de l'OCI avec les valeurs des jeunes, des fois, il peut y avoir un certain clash à 35%. Et puis, les priorités des jeunes sont prises en compte. Donc, on disait qu'à 18%, ça semblait peut-être être un enjeu. Donc, il n'y avait pas une adéquation, disons, à 100%. Donc, c'était quand même intéressant de voir ça parce que des fois, c'est justement en faisant parler des chiffres ou en se parlant entre organisations et jeunes qu'on se rend compte que finalement, on pensait peut-être être à 1 ou en voie d'être. Là, OK, bon, ben là, ça nous permet de voir sur quoi il faut focaliser pour justement être encore plus satisfait de la place qui est faite parce que ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a vraiment des démarches qui sont faites et qui sont probantes, mais qu'il reste quand même certain travail à faire puisqu'il a été nommé ici par les jeunes. Donc, voilà ici. Puis enfin, c'est ça, ce qu'on remarquait aussi, c'est quelque chose qui est quand même important, c'est qu'à plus de 50% des jeunes, leur rôle était d'être administrateur. Donc, puis qui occupait en fait des postes à faible responsabilité sur les conseils d'administration, à l'exception de 3 personnes, je pense. Donc, pas de responsabilité particulière comme trésorier, président, donc des postes clés en fait sur le conseil d'administration. Puis il y a aussi toutes les questions aussi qui revenaient en termes d'exercice du leadership, le syndrome de l'imposteur aussi qu'on pourra reparler plus tard, mais c'était quand même des éléments qui revenaient dans les réponses là, des jeunes qui étaient fournis au sondage. Donc, en fait, ce que je souhaite qu'on retienne à travers tout ça, c'est non pas les pourcentages exacts, mais qu'il y a en fait qu'il y a des efforts qui sont faits, que c'est reconnu, mais qu'il y a quand même en fait certains points, puis je pense que ça l'avait été aussi amené en Assemblée générale, et donc que la jeunesse n'est pas uniforme, puis que les réalités des jeunes sont multiples. Donc, on sait, ça complexifie parfois la tâche, mais ça nous pousse à avoir ça en tête puis à dire, OK, comment on peut être innovant dans nos pratiques pour améliorer nos pratiques en ce sens-là. Donc, ce qui nous amène à parler des milieux décisionnels et de l'enjeu qui va nous intéresser tout au long de la matinée, c'est-à-dire l'enjeu de la sous-représentation.
Donc, brièvement, qu'est-ce qu'on entend par lieu de pouvoir ou lieu décisionnel? Donc, ça peut être large. Évidemment, quand on parle, aujourd'hui, notre focale, c'est évidemment les conseils d'administration, mais c'est important d'avoir en tête que les lieux de pouvoir, c'est beaucoup plus large que les conseils d'administration. Donc, vous occupez tous et toutes des postes différents. Il y en a qui sont à la direction, il y en a qui sont plus au niveau du personnel. Donc, l'empowerment ou ce rôle de pouvoir, ce pouvoir d'action peut s'appliquer dans n'importe quel lieu. Donc, tant qu'il s'agit d'un lieu où un jeune peut s'impliquer, se dépasser, s'engager, nous, en fait, on nous invite à le voir comme un lieu de pouvoir. Donc, oui, le conseil d'administration, mais ça peut aussi se traduire par les postes de permanence, mais aussi les liens que vous tissez avec les jeunes sur le terrain. Donc, si vous avez des stages, des missions à déployer aussi à l'extérieur du pays, je sais que c'est quand même des démarches et une volonté aussi de tisser des liens avec des jeunes, par exemple, directement au Pérou pour les inclure aussi dans les processus décisionnels, dans les processus de stage, etc. Donc, c'est simplement une invitation à voir le concept de milieu de pouvoir de manière très large. Si je peux me permettre, Audrey-Anne, ajouter juste un petit point par rapport à ça, Absolument. dans le sens où c'est vrai qu'on va se concentrer sur les conseils d'administration, puis c'est vrai que c'est très large, mais en même temps qu'on vous invite à peut-être pousser votre réflexion sur la question d'empowerment, mais je pense que c'est aussi important que ça ne soit pas au détriment, là, au contraire des jeunes, dans le sens où que ça devienne un peu une arme où ce que vous dites, ben, finalement, c'est correct s'ils ne sont pas sur le CIA, il y a d'autres moyens de s'impliquer, donc on va les valoriser dans le comité de bénévoles simplement. Fait que c'est simplement pour vous dire que c'est plus large, mais dès qu'on peut donner une participation pleine et entière, puis du pouvoir, où est-ce qu'il y a un pouvoir d'action puis décisionnel aussi, comme les conseils d'administration, mais c'est important de ne pas mettre ça de côté. Fait qu'on souhaite, Citoyenneté et Jeunesse, reconnaître toutes les formes d'engagement, mais ça ne veut pas dire que on peut tasser les jeunes de certains lieux parce qu'on se dit qu'on va leur donner du pouvoir ailleurs. Là. Fait que c'est juste de nuancer aussi l'interprétation qu'on peut avoir de ces propos-là. Merci, Elsa. Mon micro est ouvert, oui, OK. Super. Donc, ce qui nous amène, en fait, à parler de l'enjeu de la sous-représentation, parce que c'est vraiment ce qui va nous guider tout au long du matin. Donc, moi, j'aime ça imaginer. Donc, j'ai fait un petit schéma. Donc, on a dit tout à l'heure que les 18-35 ans représentaient environ 25 de la population au Québec. Donc, ce qui représenterait dans une juste représentation, disons, 3 cœurs jaunes sur 12. Puis, quand on parle de surreprésentation, c'est simplement que le poids, en fait, démographique n'est pas bien représenté au sein d'une instance. C'est-à-dire qu'il y aurait moins de 25 des membres, par exemple, du CA ou de l'équipe de travail, peu importe, qui seraient âgés de moins de 35 ans, donc de 18 à 35. Donc, c'est simplement une petite image pour les visuels. Et voilà. Puis, la question de sous-représentation, ça l'amène aussi les questions. En fait, la sous-représentation, ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas toucher de la même façon l'ensemble des jeunes. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les jeunes ne forment pas un bloc homogène, ont tous des réalités très différentes. Donc, où ça vient intervenir, c'est la question d'identité, c'est-à-dire que il y a les situations de handicap, le genre, le fait d'être une personne qui s'identifie comme une minorité ethnoculturelle, une minorité visible, une personne racisée, une personne autochtone. Donc, tout ça vient ajouter des facteurs qui, pour certaines personnes, vont ajouter un poids sur, disons, leur chance d'être bien représentées au sein d'une instance. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Elsa pourra vous en reparler un peu plus tard, mais c'était simplement pour vous montrer, en fait, puis d'où le petit diagramme ici, que, par exemple, si on est une femme, qu'on est âgé de 18 à 35 ans et, par exemple, qu'on s'identifie comme une personne de minorité visible, bien, quand on croise tout ça ensemble, on a encore moins de chances d'être bien représenté au sein d'une instance décisionnelle. Donc, les données, les rapports le montrent très bien. C'est très bien documenté à ce niveau-là. Puis aussi, j'avais ajouté par exemple, parce que oui, c'est sûr que j'ai un angle de diversité culturelle, mais aussi on pourrait parler d'une personne ayant un handicap. Donc, ça aussi, ça ajoute, disons, une couche, un poids un poids sur l'engagement que ces personnes-là peuvent avoir ou en retirer. Et je terminerai en fait ce petit volet-là avant de laisser la parole à Elsa. Puis je vois aussi que des personnes qui ont écrit dans la discussion, mais je ne suis pas en mesure de voir. Là. Donc, tout ça pour vous dire en fait que
avoir une saine représentativité ou viser une saine représentativité, ça a des bienfaits, ça a des plus-values, puis on fait pas juste ça pour être gentil, puis pour cocher une case sur notre liste de bon, on a notre quota. C'est vraiment pas ça qu'on veut avoir. On veut le faire en symbiose, on veut le faire pour les bonnes raisons. Donc, une bonne représentativité, qu'on parle de jeunes, de différences, peu importe. Donc, l'idée, en fait, c'est d'amener une pluralité de perspectives autour de la table. Donc, évidemment, plus on est pareil, plus on pense pareil. Donc, l'idée d'avoir une diversité autour de la table, ça nous permet d'être innovants, d'être créatifs, mais aussi d'être complémentaires dans nos visions. Ça nous permet, en groupe, de diminuer nos angles morts. Donc, évidemment, c'est comme quand on conduit. Si je conduis puis je regarde juste devant moi, ben c'est sûr qu'il me manque des éléments. Donc, il faut que je sois consciente qu'il faut que je tourne mon épaule puis que je valide derrière moi, mais en étant plusieurs à faire ça, ça nous permet en groupe de diminuer nos angles morts puis d'être plus efficaces, plus créatifs également. Puis, il ne faut surtout pas négliger le fait que ça va avoir un effet très positif sur le sentiment d'appartenance. Donc, plus on mise là-dessus, plus on est capable de développer un sentiment d'appartenance. Et là, ça va être bon aussi pour nos enjeux de rétention, puis éviter la démobilisation des jeunes au sein de nos milieux. Donc, voilà pour la surreprésentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je suis Oui, il y ouverte a un si vous en avez commentaire, aussi. il y a un Oui, commentaire de je ne les vois Chantal. pas. Ben, oui, c'est bon, Oui, ben, je peux peux-tu le les lire? mentionner. Oui, oui, oui. Dans le Oui, fond, qui mentionnait que dans le fond, des fois, les jeunes, c'est les jeunes qui préfèrent pas occuper des postes clés parce qu'ils sont occupés avec plusieurs engagements. Puis elle a poursuivi aussi en disant qu'il y a des éléments qui jouent des deux côtés. Je pense que justement, on va les aborder, là, les obstacles et les oui, défis, autant que les jeunes peuvent vivre, mais que les organisations, parce que c'est pas vrai que c'est d'un côté que ça peut être complexe, cette collaboration-là. Ça prend deux personnes pour danser. Donc, c'est quelque chose qu'on va aborder effectivement un peu plus tard, là, cette idée de comment naviguer avec les intérêts et les défis de chacun. Et il y a Katharina qui demandait aussi si on va partager la présentation PowerPoint. Donc, moi, je n'ai pas de problème à ce que ce soit partagé là, avec tout le monde. voilà, c'est S'il y a d'autres répondu. questions. Ça vous va? Super. Puis sinon, si vous avez une question qui vous pop d'ici midi, là, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou à nous réactiver votre micro. Donc, voilà, Elsa, c'est maintenant à toi. Super. Donc, on voulait faire le petit portrait, avoir les stats, les chiffres. On essaie de faire cette formation-là pour que ça aille chercher une partie du cerveau de tout le monde. Il y en a qui aiment beaucoup jouer avec les chiffres et tout. Mais on pense aussi que ce n'est pas une formation qui peut se faire s'il n'y a pas, ou qui peut être pertinente s'il n'y a pas une réelle réflexion de la posture de chaque personne ici dans cet appel, dans cette formation, dans ce Zoom. Donc, c'est super important d'être conscient de qui on est, des privilèges qu'on a, puis du rôle qu'on peut jouer aussi là-dedans, parce que des fois, on a l'impression que c'est un peu plus macro. Euh, Puis quand on le voit comme quelque chose qui est trop gros dans le système, on a plus de difficultés à se responsabiliser, disons-le comme ça. On a plus de difficultés à voir c'est quoi notre rôle là-dedans. Puis je sais que dans l'appel, en ce moment, il y a des gens qui sont à la coordination, il y a des gens qui sont à la direction, il y a des gens qui sont chargés de programme. C'est très, très, très varié, mais moi, la conviction que j'ai, c'est que peu importe notre poste au sein de notre organisation, il y a vraiment quelque chose qui a une différence qu'on peut faire. Donc, dans la formation initiale d'une journée, on passe à travers différents concepts, différents enjeux, mais on va en voir peut-être deux plus particulièrement. C'est la question des biens conscients, puis le rôle que ça joue comme blocage réel dans l'engagement des jeunes. Nos biais nous empêchent, puis ils sont un frein à l'engagement jeunesse sur nos lieux de pouvoir. Fait qu'on va juste essayer d'explorer ce qu'ils sont les biens conscients, premièrement, puis voir, puis parler d'approche rapidement, d'approche intersectionnelle et décoloniale aussi par la suite. Donc, j'imagine, c'est quand même très trending, là. C'est comme très populaire de parler de biens conscients. J'imagine que beaucoup, vous êtes quand même familière avec le mot, mais la chose qu'il faut retenir, c'est que tout le monde en a. Donc, tout le monde dans cet appel, on a des biais. C'est quelque chose vraiment qui est ancré en nous, qui a été nourri par notre socialisation. Donc, les biens conscients, ce que c'est rapidement, bien, c'est des raccourcis que notre cerveau fait à notre insu en fonction de nos valeurs, nos expériences, comment on a été socialisé. Puis c'est vraiment dans une idée
de faciliter un peu nos décisions à chaque jour. Là, on n'est pas en train de se dire est-ce que je me brosse les dents, est-ce que je m'habille? Bien, notre cerveau fait des raccourcis pour nous aider à faire des décisions plus rapidement. Ça influence nos comportements et nos propos. Puis, ça, c'est pas nécessairement négatif, là. Dans le fond, des fois, ça aide, là, justement, de ne pas être en train de se demander est-ce que j'ai mis mon bras dans le bon trou de chandail? Mais non, on prend plein de décisions super rapidement. Puis, c'est vraiment, vraiment soulageant. Mais parfois, ça peut être très, très, très négatif quand il s'agit de la vie de certaines personnes. Donc, ça peut mener à des propos et des comportements discriminatoires, tels que des microagressions, par exemple. Et pour aller plus profondément, bien, les biens inconscients, on l'a vu là, dans la dernière année, bien, certains l'ont plutôt compris, même si ça existe, ce phénomène-là, par exemple, de violence policière. Je sais qu'il y a eu le mouvement peut-être auquel tout le monde se réfère et comprend avec George Floyd, avec le Black Lives Matter. Tout le monde a un peu été témoin de situations qui étaient existantes depuis plusieurs années. Mais ça, c'est aussi les biais qui font en sorte que certaines situations-là, comme ça, peuvent se faire, c'est qu'on a des raccourcis qui viennent un peu changer la donne. Il y a aussi les biais de similitude, parce qu'il y a plusieurs formes de biais que je voulais mettre. Puis ça, c'est vraiment l'idée que on se fait, sans le vouloir, une image de ce qu'est la compétence, ce qu'est le leadership, et sans le vouloir, bien, on a des biais plus positifs envers les personnes qui nous ressemblent. Ça peut ne pas toujours être négatif, là. Donc, ça peut être dans l'idée de collégialité en tant que communauté, bien, on veut collaborer, fait qu'on a des biais positifs parce qu'on comprend l'autre, parce que l'autre nous ressemble. Donc, peut-être une autre femme noire avec des cheveux naturels qui s'exprime comme moi, qui a à peu près le même âge, bien, naturellement, je vais peut-être lui, comment dire, lui donner certaines compétences sans vraiment la connaître, cette personne-là. Mais quand on regarde la société, ça peut vraiment devenir néfaste si on pense simplement à la politique, aux personnes qui sont nos élus. Donc, sans le vouloir, on est socialisé à penser que la compétence, que le leadership a un physique, tu sais. C'est un homme blanc d'un certain âge, mais ça, c'est de la compétence, ou qui s'exprime d'une manière, qui se positionne. Donc, sans le vouloir, les biais de similitude font en sorte qu'on on va voir la compétence chez les gens qui nous ressemblent. Comment ça peut se traduire dans les organisations, puis être un peu plus néfaste aussi, bien, c'est dans l'idée que si vous pensez à vos conseils d'administration, puis là, cette réflexion-là, vous pouvez la faire sans le partager nécessairement, mais qui sont les personnes qui sont sur le conseil d'administration, à quoi ces personnes ressemblent-elles, est-ce qu'il y a vraiment des similitudes entre ces personnes-là ou les personnes simplement en situation de pouvoir au sein de l'organisation. Mais sans le vouloir, les biais de similitude font en sorte qu'on va aller rechercher des choses qui sont semblables à ce qu'on avait dans le passé. Puis c'est des choses comme ça qu'il faut retravailler, puis qu'on vous invite à faire une réelle introspection pour changer un peu la donne, puis les manières de faire, puis les traditions, là. Donc ça, c'est pour les biais de similitude que je voulais partager. Quelques exemples rapidos dans le classique, là, le jeune, il n'aura pas l'expérience adéquate pour travailler avec des administrateurs, administratrices expérimentés parce qu'on va dire on a des grands dossiers à traiter. Donc, comme cette personne-là est jeune, on a un biais déjà disant qu'elle ne pourra pas aller au même rythme que les autres. Un autre biais, une personne issue de l'immigration récente n'arrivera pas à s'intégrer adéquatement, mon Dieu, adéquatement, je suis arrivée, dans une équipe de personnes québécoises. Une personne avec un fort accent ne pourra pas comprendre les dossiers en cours assez rapidement. Puis comme j'ai dit, les biais de similitude, bien, ça veut dire chercher des visages familiers pour les postes de pouvoir afin de garder un certain statu quo et une illusion de sécurité dans l'organisation. Ça, c'est super, je veux dire, tout le monde sait là, que c'est pas vrai ces exemples-là, mais pourtant, c'est des exemples qui continuent de naviguer, peut-être pas à travers vous, mais à travers peut-être certains de vos collègues. Pourquoi on a des biens inconscients? Mais là, j'ai parlé beaucoup d'introspection, là. Donc, c'est de se poser les bonnes questions. Je pense que chacune personne, on doit se les poser. Moi, c'est des questions que je me pose aussi, là. C'est quoi que j'ai à retravailler? Parce qu'Audrey en a parlé de plusieurs situations par rapport aux jeunes, mais il y a la question des situations socio-économiques aussi, il y a la fracture numérique, il y a plusieurs choses, même nous, qu'on s'engage avec les jeunes qui peuvent être complexes. Je me rappelle juste dans la dernière année, on a fait quand même un projet avec des jeunes à travers le Québec sans jamais les voir. Puis on a eu à les mobiliser, c'est sûr que vous avez vécu ça. Puis il y avait des jeunes, Audrey faisait des activités qui ne comprenaient rien à toute la technologie,
qui ne pouvaient pas nécessairement, juste le même limité aurait été impossible ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment important après de faire un travail sur soi-même puis de se poser les bonnes questions parce que je pense qu'on a tous des questions à se poser sur nos propres biais. Donc, est-ce que je me fie à ma première impression? Est-ce que j'ai tendance à croire que je n'ai pas le biais alors que je suis capable de les identifier chez les autres? Est-ce que j'ai tendance à être facilement influencée par les commentaires des autres aussi? C'est-à-dire, il y a un certain statu quo, puis je vais juste suivre un peu la masse, là, sans peut-être me poser des questions. Fait que c'est important de faire cette introspection-là. Puis, il y a aussi des étapes qu'on propose là, pour faire face à nos biens inconscients. Bien, simplement les accepter, premièrement. Accepter que ça existe, puis que ça nous habite, comprendre que c'est présent dans toutes les sphères de la société, commencer à les identifier. Ça, je vous encourage à le faire parce que je n'ai pas l'impression que c'est un enjeu peut-être de les comprendre en ce moment, mais est-ce qu'on fait vraiment le travail d'essayer de les identifier chez nous, dans notre organisation, changer nos réflexes? Ça paraît vraiment banal, mais c'est un peu vraiment d'être conscient de l'inconscient. Là, tu sais, pourquoi je prends telle décision? Pourquoi c'est tel candidat? Tout le temps, j'ai tendance à me dire que tel candidat est plus à mieux de remplir le poste, de remplir les conditions, puis essayer de changer notre manière de penser, amener les personnes de notre entourage à réfléchir, dénoncer publiquement les comportements et le langage oppressif. Puis le publiquement, je pense que c'est important aussi à certains moments. Puis recommencer ce processus encore et toujours. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis je vais faire peut-être une mini parenthèse pour parler des intentions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire aussi qu'ils ont des bonnes intentions. Tu sais, on a des bonnes intentions, mais parfois, on n'arrive pas à faire la bonne chose. Puis je voulais juste peut-être faire une parenthèse avec une super belle image, si ça peut vous aider dans vos réflexions sur les biais qu'une personne m'avait donné sur l'idée d'une assiette. Là. Fait que je vais faire l'image de l'assiette. Disons qu'un matin, vous vous levez, puis vous êtes vraiment pressé. Il y a une assiette mon Dieu, sur le comptoir. J'ai plus de mots ce matin. J'espère que je vais les retrouver avant la fin de la formation. Mais vous avez une assiette, vous allez sur le comptoir, puis vous êtes vraiment, vraiment pressé, vous vous levez, vous voulez aller travailler, et sans faire exprès, vous l'accrochez, puis elle tombe à terre et se brise en 1000 morceaux. Ça, c'est le scénario 1. Puis là, vous êtes comme, oh mon Dieu, j'ai brisé une assiette, je voulais vraiment pas le faire. Puis il y a le deuxième scénario, cette fois-ci, que vous vous levez, puis vous êtes très, très, très en colère, puis vous voyez une assiette, puis là, vous êtes comme, j'ai besoin de me défouler, vous prenez l'assiette, vous la brisez en 1000 morceaux, et l'assiette est brisée. Ça, c'est le deuxième scénario. Donc, dans les deux scénarios, il y a une chose qui est la même, c'est qu'une assiette est brisée. Peu importe ce qui a mené comme action, le fait que vous n'avez pas fait exprès parce que vous avez accroché l'assiette ou le fait que vous avez de manière volontaire été vers l'assiette pour la briser, c'est vrai que dans un des cas, ce n'était pas votre faute, puis c'était vraiment un accident, puis dans un des cas, vous l'avez voulu, mais souvent, on se concentre sur ce qui a mené peut-être à nos erreurs, alors qu'on devrait se concentrer sur le fait qu'il y a une assiette brisée. Donc, c'est peut-être aussi une invitation à revoir un peu vos manières de réfléchir à tous ces enjeux-là en se disant, oui, certainement, on fait beaucoup d'efforts, certainement, on se positionne, on se place en tant qu'organisation, mais est-ce que les résultats, est-ce qu'il y a des conséquences, est-ce qu'il y a des choses peut-être qu'on a à revoir, puis devons concentrer peut-être davantage sur les conséquences que sur les intentions que vous pourriez avoir. Ça, c'était mon petit commentaire éditorial, ma petite parenthèse. Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'avais peut-être un petit point à ajouter, si tu me Oui, permets. Oui, vas-y. bien, en fait, 2 points qui me sont venus à l'esprit là, quand tu as expliqué tout ça. Donc, moi, j'aime aussi dire que les biens conscients peuvent être traités de manière organisationnelle aussi. Donc, oui, on est nous, là, notre atome individuel, mais on agit en groupe. Puis, d'où, en fait, l'importance, tantôt, on parlait de représentativité. Quand on est beaucoup qui se ressemblent, qui ont une même façon de penser, ça se peut que collectivement, on ait des biais inconscients. Quand on parle, par exemple, de comité de sélection ou des trucs comme ça. Donc, de s'asseoir en groupe et de se poser les questions, ça peut être une bonne façon aussi de les réfléchir. Puis, la deuxième point que je voulais peut-être amener, c'est le fait de dénoncer publiquement. Souvent, peut-être que ça fait peur parce que tout ce qu'on voit, c'est le flash de 22 heures à Radio-Canada, au téléjournal, mais c'est pas ça non plus. C'est aussi de réfléchir à se donner des mécanismes internes pour avoir quelqu'un, une personne ressource à l'interne pour dire, OK, il y a quelque chose dont j'ai été témoin, dont j'ai été victime, puis un endroit, un espace sécuritaire où moi, je peux aller le dénoncer, puis j'ai de l'appui aussi à l'interne. Donc, ça aussi, ça fait partie des processus d'inclusion.
puis de création d'espaces sécuritaires au sein de nos milieux. Donc, je trouve quand même la nuance importante parce qu'on l'a vu aussi dans la dernière année, les dénonciations publiques, oui, ça peut mener, puis il y en a eu. C'est des mécanismes qui existent, mais aussi ça peut être publiquement à l'interne d'avoir une personne de confiance, une personne ressource. Donc, l'idée, en fait, c'est de pas de garder ça pour soi, puis d'avoir quelqu'un à qui le dire, puis qui peut être réceptif à ça aussi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, réactions? Ça, c'est plus la portion où est-ce qu'on voulait partager des choses avec vous. On va aller en sous-groupe et en activité aussi après. Rapidement, parce que ça a été, Audrey l'a mentionné aussi, mais c'est important pour nous de parler de l'importance d'avoir une approche, de mettre des lunettes avec une approche intersectionnelle puis décoloniale aussi. Fait que l'intersectionnalité, ce que c'est, bien, c'est sûr que pourquoi on veut en parler, c'est qu'Audrey l'a mentionné, on parle tellement de jeunes différents. Puis je pense que vous-même, au sein de vos organisations, le profil des jeunes avec qui vous collaborez, que ce soit à l'étranger ou ici, sont très différents, mais peut-être qu'il y a comme quelque chose qui les rassemble autour de vos idéologies. Donc, c'est important d'être conscient de ces questions intersectionnelles. Fait qu'est-ce que l'intersectionnalité? C'est l'interaction justement entre plusieurs facteurs d'oppression qui sont vécus simultanément. Donc, c'est le cumul de ces facteurs de discrimination-là qui influencent le degré d'oppression qui peut être subi par une personne dans un groupe, une organisation, une société. Le classique, c'est être femme, être noire aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, avec ces jeunes-là qui interagissent avec vous? Fait qu'il y a plusieurs facteurs et peut-être plus de chances que le degré d'oppression soit élevé. Puis là, ce n'est pas dans l'idée de comparer puis de faire une espèce de compétition à qui souffre le plus. Ce n'est pas dans cette idée-là qu'on veut le partager, mais simplement d'être conscient, comme ça le disait dans le titre de la section, de nos angles morts. Là. Fait que c'est important pour nous de le mentionner, là, d'avoir une réflexion aussi peut-être de savoir qui sont nos jeunes, avec qui on collabore. Oui, tu peux changer, Audrey, merci. Fait que là, on a une image là, qu'on aimait bien pour expliquer un peu l'intersectionnalité, pardon, puis avec quelques exemples, justement, au niveau, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de l'identité de genre, que ce soit au niveau de la situation socio-économique. Il y a tellement, tellement de réalités différentes. Puis c'est ça, des fois, qui bloque les gens aussi. C'est comme si ça paraît trop gros, mais de prendre le temps de parler avec les jeunes avec qui vous collaborez puis de vous concentrer va permettre aussi d'avoir des actions plus ciblées que de dire les jeunes en général. Je pense que c'est là qu'on peut se perdre parce que les jeunes, il y a des jeunes costume-cravate, puis il y a d'autres types de jeunes aussi qui sont plus plein air, et il y a d'autres types de jeunes qui ont accès à rien, qui ont beaucoup moins de privilèges. Donc, moi, je pense que cette réflexion-là va vous aider aussi à prendre conscience de l'inconscient, donc des biais. Puis l'autre réflexion qu'on vous invite à faire, c'est un peu une réflexion plus décoloniale aussi, dans l'idée qu'examiner notre rapport aux jeunes ici et là-bas, ben, c'est un peu de réfléchir à votre posture, là, dans l'idée, moi, c'est juste des questionnements que je voulais vous amener. Comme je dis, on n'a pas le temps d'aller en profondeur, mais dans votre réflexion, est-ce que vous sentez, puis ça vous appartient, que les idéologies, que les valeurs que vous prônez peut-être à l'étranger dans vos projets, dans les stages, est-ce que vous sentez que c'est des choses qui s'appliquent aux jeunes qui vous côtoient ici au Québec? Est-ce que vous allez prôner peut-être à travers d'autres projets, d'autres programmes quand vous voulez élever les jeunes? Est-ce que vous sentez que il y a des similitudes entre les défis vécus par les jeunes du Québec versus les jeunes des autres communautés? Fait que c'est de se réfléchir à est-ce qu'on est peut-être même dans un paradoxe, est-ce que c'est ironique même qu'on traite de certains sujets qu'on n'aborde pas au sein du même siège social de l'organisation. Fait que c'est vous inviter à avoir une réelle réflexion là-dessus, mais aussi à réfléchir à ces jeunes-là qui viennent d'ailleurs, dans vos pays d'intervention, peut-être qui voudraient s'impliquer ici, quelle est leur place, parce qu'ils ont une expertise aussi peut-être pas reconnue au Québec comme on le voudrait pour s'impliquer sur des conseils d'administration, mais ils ont quand même quelque chose aussi à amener. Donc, c'est d'avoir une réflexion, je pense, décoloniale, c'est crucial, surtout dans l'approche en solidarité internationale sur le rapport aux jeunes de là-bas versus ici, le rapport aux jeunes qui immigrent ici. Est-ce que tout est cohérent dans le message qui est lancé tant à l'international qu'au Québec? Fait que c'est juste, encore une fois, quelques petites questions que je vous inviterais à avoir. Fait que ça, c'est ça pour ce petit bloc qui était le bloc parler un peu plus théorique aussi. On va s'en aller pour parler un peu plus, comme Chantal l'avait mentionné, des obstacles pour les jeunes, puis les obstacles pour les organisations. J'espère que vous êtes
vous avez encore du bonheur dans votre cœur, que tout va bien. Puis ne pas hésiter ou dans le chat ou à poser des questions au micro. Donc, la parole est à toi, ma chère Audrey-Anne. Merci, Elsa, pour ces informations. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe aux obstacles? Est-ce que vous avez besoin de précision? Ça allait pour tout le monde? Super, sinon le chat est toujours ouvert. Donc, on va passer maintenant, maintenant qu'on s'est donné des petits points de repère théoriques, puis je suis sûre que vous étiez déjà bon et très bonne là-dedans parce que vous êtes sûrement déjà baigné dans cet environnement-là. Donc, on va parler maintenant des obstacles à l'engagement et à l'inclusion. Donc, vous voyez ici le fil conducteur, c'est très bien. Donc, je vais juste faire une brève introduction avant qu'on puisse passer à accueillir une jeune Sandrine qui va faire un petit témoignage sur son expérience aussi en tant que jeune dans une organisation de coopération internationale. Donc, l'idée, c'est de comprendre, en fait, encore là, c'est la dernière, disons, portion un peu de théorie, mais que l'inclusion, c'est bien que souvent, on le comprend, puis on l'utilise dans notre langage, mais ça dépasse juste le fait de l'utilisation. Donc, l'idée, en fait, de l'inclusion, c'est de mettre en place un environnement respectueux et sécuritaire. Puis ça, bien, ça va se traduire par des comportements, mais aussi des actions. Puis il n'y a jamais de changement sans effort et, et sans proactivité. Donc oui, souvent, ça peut sembler être un défi ou une montagne, mais ça peut être le fun aussi de faire ça. Donc, ça dépend toujours de notre vision de faire les choses. Mais je pense que d'instaurer un climat d'inclusion, ça permet en fait trois objectifs principaux. Donc, d'une part, c'est d'assurer pleinement la représentativité de tous les membres de la communauté au sein de l'organisation. Ensuite, ça va s'opérer aussi en offrant un accompagnement en cas de difficulté. Donc, c'est pas simplement dire oui, bonjour, mais bienvenue sur le conseil d'administration, puis il n'y a pas de support. Donc, l'inclusion, ça se fait aussi, on pourra en reparler plus tard, mais avec du mentorat, un suivi, un transfert de connaissances appuyé. Donc, pour pas que que le jeune se retrouve tout seul là-dedans comme un poisson dans l'océan, puis en n'ayant pas personne pour l'accompagner. En cas de difficulté aussi pour répondre à ces questions. Puis aussi, ça va se compléter avec des mesures de soutien, donc pour favoriser le bien-être, l'accomplissement des jeunes. Donc, tantôt, quand on parlait, juste, ça peut être un exemple, d'avoir des mécanismes de dénonciation, des politiques d'accueil, ça peut être des idées, puis qui demandent, entre guillemets, pas trop d'efforts, mais qui, déjà, de se donner des mécanismes à l'interne, ça nous permet d'avoir une base solide, un filet pour bien accueillir les jeunes qui sont déjà dans l'organisation, mais pour accueillir les futurs jeunes aussi dans les organisations, puis à différents niveaux. Donc, les mesures peuvent aussi varier, que ce soit pour quand on parle du conseil d'administration, mais quand on parle des jeunes qui sont sur le terrain à l'extérieur du Québec aussi. Donc, de réfléchir tout ça en symbiose pour que aussi ça corresponde avec vos valeurs, mais que ça répond à l'objectif général de l'inclusion. Donc, je vous invite à avoir ça en tête pour le témoignage que Sandrine va nous livrer, mais aussi pour la suite des choses où on va vraiment mettre en application, puis on va porter une réflexion personnelle, mais aussi organisationnelle sur les enjeux et les obstacles à l'inclusion et à l'engagement. Donc, disons, sans plus tarder, je vais passer la parole, en fait, à Elsa qui va pouvoir nous introduire Sandrine pour la prochaine demi-heure. Oui, fait qu'on peut peut-être arrêter le partage même. Oui, absolument. Voilà. Donc, OK, pour les courageuses et courageux, vous pouvez ouvrir vos caméras, sinon on ne vous tiendra pas rigueur. Là, c'est le moment où est-ce qu'on voulait aussi aller dans le réel, parce que, en toute transparence, Audrey-Anne et moi, on ne navigue pas nécessairement dans les milieux avec les OCI. On travaille beaucoup avec la table, donc on a eu beaucoup de collaborations pour cette formation-là aussi, mais c'était pour être en cohérence avec les valeurs de Citoyenneté Jeunesse, disons-le comme ça, on ne voulait pas parler à la place d'eux. On se disait qu'il fallait un moment pour donner la voix à quelqu'un de la table, pour qu'elle puisse exprimer un peu sur concrètement qu'est-ce que ça veut dire, parce que des fois, on a des visions théoriques des choses, puis là, on oublie l'humanité dans tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une jeune? Sandrine, on va te protéger. On sait que tu pourras avoir un poste aussi. Fait que dis qu'est-ce que tu veux, mais on sait que c'est un safe space. Fait que personne ne va être fâché contre toi si tu vas dans la vérité. Mais c'est pas, en fait, c'est pas dans une posture de critique, je pense, mais simplement de partage.
Si vous avez des questions, vous pourrez les poser aussi. Donc, merci d'avoir dit oui, Sandrine. Fait que je te laisse te présenter, parler de ton expérience. Ça veut dire quoi être une jeune qui voulait naviguer dans ces eaux-là de pouvoir là, dans les océans. La parole est à toi. Coucou tout le monde. Déjà quelques personnes ici que je connais. Donc, peut-être que vous allez m'entendre me répéter ou en découvrir d'autant plus sur d'où je viens. Donc, rapidement, en fait, pour mettre la table, moi, j'ai fait en fait un stage au Bénin quand j'étais au cégep, 2 mois dans un groupement de femmes et tout. Puis, je reviens de ce voyage-là très, très bouleversée de ce que j'ai vécu là-bas parce que c'était un stage qui, à mes yeux, à moi, était fait un peu maladroitement et qui, comme on se questionne souvent, est-ce que l'aide internationale peut parfois faire plus de tort que de bien, tu sais? Puis je suis revenue au Québec vraiment avec toutes sortes de questionnements par rapport à ça. Puis pour moi, l'espace qui a été le plus cohérent pour m'aider à comprendre ça, ça a été d'approcher des instances décisionnelles, de comprendre comment ces décisions-là sont prises, puis comment on en est venu à décider que dans mon stage, je ferais ça, j'irais là, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai approché à ce moment-là Solidarité dans de Bois-Franc, parce que je viens de Victoriaville, qui a un tout petit OCI, en fait. Puis là-bas, en fait, quand je leur ai demandé pour être le conseil d'administration, ils m'ont accueilli, mais il n'y avait jamais eu cette réflexion-là avant d'avoir une jeune sur le CA ou un peu comme tout le monde, il y avait aussi des défis de recrutement et tout. Fait que ça a été une première expérience que j'ai trouvée vraiment intéressante, qui a pu justement me permettre, dans mon milieu d'où je venais, de comprendre comment on décide de certaines choses. Puis après, quand j'ai déménagé à Québec pour l'université, je voulais continuer à être dans ces sphères-là de décision parce que ce désir-là ne s'arrêtait pas d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on en vient à ces décisions-là stratégiques, à ces visions-là globales d'organisme. C'est là que j'ai pu rencontrer le CESIC, que je représente aujourd'hui. Puis, quand j'ai approché le CESIC pour la première fois, on me propose d'être animatrice parce que c'est ça qu'on propose à des jeunes de 18, 19, 20, 21 ans. On leur propose des petits contrats, d'être bénévole et tout. Puis moi, j'étais vraiment déterminée, je voulais réintégrer un CA. Mais en même temps, moi aussi, c'est un organisme que j'apprenais à connaître. Puis, être administrateur, ça vient avec des engagements légaux aussi. On est solidaire dans nos décisions bien souvent. Puis, ça vient aussi avec certaines dynamiques. Donc, j'ai appris à connaître l'organisme. Puis, finalement, j'ai enfin intégré le CA. Puis, ça a été une très, très belle expérience. Puis, c'est sûr que, veux pas, dans les premiers obstacles que j'ai vécu dans tout ça, il y avait une certaine forme d'agisme, de voir, je suis jeune, je suis enjouée, on veut bien plus me mettre dans des postes d'animation que dans des postes décisionnels, même si je nomme que c'est ça que je veux, parce que, ça dérange peut-être la culture de comment c'est fait dans notre tête. Les jeunes, on les envoie animer avec d'autres jeunes, pas forcément prendre des décisions. Puis aussi, une fois sur le CA, il y a eu tous les murs par rapport au fait de, j'arrive avec des nouvelles idées, des nouvelles visions, des nouveaux trucs. Puis là, on a toujours fait ça comme ça. OK, oui, convainc-nous. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça différemment? Puis des fois, c'est bien reçu. Des fois, il faut plus présenter son point. Fait que déjà, de par le fait d'être jeune dans justement, on reconnaît beaucoup d'innovation aux jeunes et tout, mais cette innovation-là, elle n'est pas toujours reçue non plus à bras ouverts. Il faut nous aussi, comme des fois, défendre notre point puis l'amener. Puis aujourd'hui, justement, je gravite encore autour du CESIC depuis bientôt 3 ans. Puis je trouve ça beau justement de voir comment est-ce que le CA se remet en question par rapport à la place d'un jeune sur le CA, par rapport à justement l'importance de se remettre en question sur certaines démarches, mais n'empêche pas que ce qui m'a permis de faire tout ça puis de foncer, c'est aussi un enjeu de privilège. Je suis une jeune fille qui est fonceuse, qui est dynamique, qui a de l'ambition. Fait que je suis arrivée avec beaucoup de détermination dans ce processus-là. Et peut-être que oui, un jeune plus introverti ou qui a une situation financière plus compliquée, mais pour lui, ça peut être un enjeu de décider qu'il libère du temps pour s'investir là-dedans ou d'avoir la confiance en lui, de dire oui, j'ai des capacités, j'ai quelque chose à offrir. Fait que vraiment, il y a une notion de privilège dans cette audace-là que j'ai eue. Puis je pense que la rencontre qu'on a ce matin, c'est que ce ne soit plus une question d'audace d'avoir des jeunes sur un CA, que ce soit une question qui a une place justement pour lui d'y être. Puis je trouve vraiment un CA, c'est un très, très bel espace en fait pour un jeune professionnel pour se développer parce que moi, je me souviens d'un enseignant qui me disait « Profitez-en, vous êtes étudiant, vous avez cette carte-là que vous pouvez sortir à tout moment. Ah, j'apprends. Ah, je suis encore à l'école. » Mais un jour, vous allez avoir un diplôme puis vous l'aurez plus, cette carte-là de « Je suis encore à l'école et j'apprends ». Je trouve qu'un CA, c'est un très bel espace justement pour avoir du mentorat, pour avoir de l'accompagnement, puis pour te développer une marche à la fois dans certaines compétences et dans certains justement enjeux administratifs et autres.
Fait que voilà, c'est c'est ce que je voulais vous partager. Puis je sais pas si ça t'avait des questions ou tu voulais rebondir sur certains trucs. Ouais, ben j'aime bien le fait que tu as reconnu aussi justement la question du privilège. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions que vous voulez partager. Moi, je pense que d'emblée, j'aimerais peut-être ça si tu pouvais revenir sur le plus grand, euh, ce que tu as le plus apprécié, disons, au CISIC. Puis là, je vois que Chantal est là aussi du CISIC. Je ne sais pas s'il y a comme, est-ce qu'on dit à Chantal de quitter? Est-ce qu'on lui dit de rester? Non, je fais des blagues, mais Chantal aussi n'a pas hésité à avoir ton approche, puis toi, comment tu as vu ça. J'ai l'impression qu'il y a une belle relation avec Sandrine. Mais Sandrine, si tu veux aussi nous partager ce qui, selon toi, a vraiment fait la différence au sein de l'organisation même pour ton intégration là, au CA. C'était quoi les bons coups du CISIC, en fait? Oui, ben, je pense que justement, il y a toujours l'enjeu. Je suis aussi avec Oxfam, justement, puis je salue Mélisa puis Antonella. Mais tu sais, quand je m'implique avec, ben, l'enfant Geneviève aussi, quand je suis, quand je suis avec Oxfam, mais on est une très, très grande organisation. Moi, j'ai été co-coordinatrice du groupe campus, puis j'ai arrêté parce qu'ils m'ont donné un diplôme, puis je peux plus. Mais sinon, je suis encore dans les coulisses et dans le support moral du groupe campus d'Oxfam Québec de l'Université Laval. Mais là aussi, tu sais, c'est une très, très grande organisation où c'est quand on a des idées, on arrive, il faut que ça passe une certaine roue, puis pour s'assurer que ça rentre dans une lignée autre. Puis ben, à la fin, ben, on les fait quand même nos beaux projets. Entre autres, avec le groupe campus, on a lancé une série de podcasts, puis ça a été un super bel espace pour nous pour s'exprimer, puis se donner une voix en tant que groupe campus. Puis justement, je travaille sur la saison 2 qui arrive. Fait que ça, c'est un exemple où est-ce que, ben, tu sens que les gens ont envie de nous écouter, mais il y a une structure qui est là qui, des fois, ralentit un peu l'élan, mais on a envie de t'écouter, puis on est là. Je pense que le bon côté avec des petits organismes comme le CESIC, ben, où est-ce que, dans le fond, on a Chantal la coordonnatrice, puis les autres, c'est des employés à contrat, mais c'est une plus petite organisation, puis on peut rapidement prendre des décisions. Et moi, je trouve que c'est ça qui, dans mes élans, puis dans mes impulsions, m'a beaucoup encouragée, c'est que mes idées, quand je les avais, ben, rapidement, on pouvait les mettre en action, puis j'étais directement en contact avec les personnes un peu que je devais convaincre de mes fausses idées ou des changements que je voulais faire ou des trucs comme ça. Fait que des fois, un plus petit organisme comme le CESIC, je pense qu'il y a une belle réceptivité à justement avoir des idées à faire différents parce qu'on est plus petit puis notre réalité, ben, elle peut être plus rapide de faire des changements puis d'innover versus une grosse structure où est-ce que tu pas arriver avec des idées, ben justement, ça va être plus à travers. En même temps, vu l'ampleur, tu sais, je pense que Oxfam Québec a une table de concertation jeunesse ou en tout cas, je sais que Buzo, il est avec nous à la table de concertation pour cette démarche-là. Je sais pas si Anto, moi, tu peux préciser. Hein. Oui, ben, c'est le Conseil jeunesse d'Oxfam Québec, oui. Fait que là, ben, on voit des degrés différents. Une plus petite organisation, ben, d'avoir une place jeunesse sur le CA, c'est un progrès. Puis une plus grosse organisation, ben, avoir une table de concertation jeunesse, ben, c'est cohérent. Tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment d'avoir chaque organisation des objectifs qui sont cohérents à l'ampleur de l'organisation aussi. Merci. Puis ce que j'entends, c'est le besoin de flexibilité aussi, justement, de s'adapter, là, d'être capable de bouger selon les besoins des jeunes aussi. Oh, Chantal, oui, la parole est à toi. Ben, en fait, j'étais en train d'écrire dans le chat. J'ai dit, ben, je vais prendre la parole parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes qui voulaient intervenir pour le moment. Et tu sais, ce que je veux dire aux personnes qui représentent les OCI aujourd'hui, c'est que c'est dans les deux sens que c'est super positif d'avoir un jeune sur un CA ou dans des instances décisionnelles parce que, en fait, bon, déjà, nous, au CESIC, quelques mois avant de rencontrer Sandrine, l'année précédente, je pense qu'on avait déjà pris des décisions organisationnelles. Quand je suis arrivée, moi, j'avais vraiment émis le souhait qu'on intègre des jeunes au CA, puis on ne savait pas trop par où commencer. Nous, on était chanceux. On a rencontré Sandrine dans le cadre de Carrefour Coopération qui a lieu à chaque année à l'Université Laval à Québec, normalement en présentiel. Mais c'est vrai que c'est difficile d'aller à leur rencontre, sauf que ce que je voulais juste partager, c'est que c'est vraiment dans les deux sens que c'est positif d'avoir des personnes, des jeunes adultes là, ou des jeunes dans les instances décisionnelles parce qu'ils ont leur façon de voir. Puis un des gros défis de plusieurs organismes, là, un peu comme le nôtre, c'est que justement, c'est une clientèle qui gravite autour des OCI, parfois des OCI qui ont été créés il y a 30, 40 ans, que
qui gravitent autour de ces OCI-là, c'est des personnes un petit peu plus âgées. Puis ces jeunes-là, vu qu'ils nous aident à voir leur façon de voir les choses, puis leur priorité dans la vie, bien, ça nous aide aussi à trouver des façons différentes d'aller les rejoindre avec des activités peut-être modulées. Puis moi, je trouve ça le fun de la confrontation, justement, que ça amène dans un CA de venir bousculer les choses parce qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai que parce qu'on a toujours fait les choses d'une façon, il faut les faire comme ça. Au contraire, la dernière année nous a montré que ce n'est complètement pas le cas. Donc, c'est positif dans les deux sens. Merci beaucoup. C'est cool. Si on avait prévu qu'il y aurait aussi l'autre organisation, on n'aurait pas pu mieux faire ça. Là. Fait que c'est très cool. Merci pour le partage, Chantal. Je vois aussi que tu as inspiré d'autres personnes. Donc, je vais donner la parole à Priscilla. Oui, bien écoutez, moi, je veux vous parler un petit peu de mon expérience au slam, en fait, parce que le slam, présentement, a vraiment un très grand défi. Nous, la personne la plus jeune sur le CA a 55 ans. Donc, c'est vraiment un CA qui est un peu vieillissant et qui vient avec tous les problèmes du vieillissement aussi. Donc, des personnes qui, entre-temps, ben, sont un peu plus malades ou des choses comme ça, puis aussi qui sont moins habitués avec justement toutes les technologies, etc. Et puis là, un défi qu'on a, c'est vraiment le fait justement de faire valoir la capacité des jeunes à garder la qualité de l'information qui est transmise. Tu sais, chez nous, dans le fond, les gens veulent tellement avoir une belle qualité au niveau de ce qui est donné comme information aux gens, aux membres, etc., qui ont peur d'aller vers les jeunes parce qu'ils ont peur que la qualité soit moins là. Fait que ça me fait penser un petit peu, là, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans les idées, dans les biais là, un peu inconscients. Donc, moi, mon défi, ça va être un peu ça. Puis, tu sais, nous, on a attendu longtemps. Ça fait longtemps que ça traîne puis que c'est en discussion, le fait qu'il faut avoir un renouvellement puis des jeunes chez nous, etc. Et puis là, ben, on se retrouve dans une situation où là, c'est urgent. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui et d'entendre les commentaires parce que nous, là, il faut que la porte s'ouvre puis on a besoin d'avoir des jeunes chez nous. Là. Merci beaucoup pour le partage, pour l'exemple vraiment très, très, très concret d'une réalité. Là. Puis justement, c'est ça que j'avais écrit. J'avais écrit la question des biais joue quand même un grand rôle en ce moment parce que pourquoi on a l'impression que d'être jeune, qu'avec la jeunesse, on ne peut pas atteindre ce niveau de qualité-là, c'est quand même intéressant. Tu sais. Puis je pense que c'est déjà un très grand pas de reconnaître que c'est un biais. Puis ça, je pense que ça va permettre d'ouvrir même le bassin de possibilités là, pour les jeunes qui pourraient intégrer le CA. Là. Puis n'hésitez pas aussi à répondre si jamais vous avez des éléments de réponse pour vos collègues. Donc, Geneviève Gaël, la parole est à toi aussi. Merci, Elsa. Écoute, c'est vraiment intéressant là, tout ce qui émerge là, de ces discussions-là. Chantal, en fait, là, avec le témoignage de Sandrine, fait en sorte que, ça met en lumière que chaque OCI a un profil différent, un profil distinct et a quelque chose à offrir qui lui est propre, comme vitrine, comme opportunité d'engagement auprès des jeunes. Donc, je pense qu'on s'entend tous ici pour croire à la crédibilité et à la notoriété de la voix des jeunes en tant qu'expertise en soi. Par contre, ce qui est ressorti, c'est, par exemple, des stratégies de proximité. Donc, un plus petit OCI va avoir une meilleure proximité, donc des opportunités qui se font rapidement, qui engagent peut-être une relation intime plus rapidement dans le dialogue. Des OCI plus grandes, que ce soit Développement épais, le YMCA, Oxfam, c'est sûr qu'il y a un mécanisme, une structure qui est plus lourde, effectivement, parce que ce sont de grosses organisations. Par contre, les opportunités sont différentes. Ça va être des opportunités où leurs voix peuvent être entendues sur des instances décisionnelles au niveau local, national et même international. Donc, puis ce sont, peu importe les opportunités que les OCI offrent, mais souvent, on le voit à court, moyen et long terme. Donc, c'est intéressant aussi de voir en tant que jeune où j'ai envie de m'engager, puis sur quelle instance, puis quel type d'engagement j'ai envie aussi de donner. Est-ce que c'est un engagement à court, moyen ou long terme? Est-ce que c'est une relation plus d'une instance décisionnelle au niveau local, régional ou plus national ou international? Donc, ça met en lumière aussi
si j'ai envie de m'investir sur des instances décisionnelles, qu'est-ce que j'ai envie? Quelles sont mes attentes? Quels sont mes besoins? Parce qu'il y a une panoplie d'opportunités que les OCI offrent. Et puis, c'est intéressant là, d'avoir une belle diversité là, aujourd'hui parce qu'effectivement, on ne l'a pas posé dans cette perspective-là ce matin, mais ça ouvre la porte à ce que si on est jeune, si on a envie de s'investir sur une instance décisionnelle, qu'est-ce que je veux vivre? Quelle expérience j'ai envie de vivre, puis qu'est-ce que je peux apporter, puis voilà. Merci pour le partage. Je voyais beaucoup de têtes acquiescées, donc beaucoup de gens qui sont en accord aussi. Puis j'ai vu qu'Audrey-Anne avait aussi un petit commentaire à faire, donc je voulais lui donner la parole rapido aussi. Oui, je prends pas beaucoup de temps, mais à la lumière des discussions, ça me fait penser souvent, puis c'est ce que je vois, puis même moi, là, des fois, j'ai tendance à le faire aussi par rapport aux jeunes. Souvent, on va assimiler les jeunes, puis ça, je pense que faut quand même faire attention à sont le fun, sont dynamiques, sont plaisants. Tu sais, c'est vraiment des qualités agréables à recevoir, mais on est aussi des jeunes qui sont compétents. Moi, j'ai déjà siégé sur une assemblée départementale à l'université, puis à la fin, je discutais avec la directrice, puis j'ai dit, j'ai dit, c'était vraiment le fun, j'ai appris beaucoup. Puis là, elle m'a lancé tout candidement, vous êtes cute, vous. De quoi je suis cute, moi? Je suis pas cute, moi. Moi, j'étais ici, c'était ma première expérience. J'ai compris bien des affaires et des dynamiques au département juste parce que j'ai siégé 3 heures avec vous, puis je me fais dire, je suis donc cute, moi. Non, non, je suis pas cute, moi. Je suis en train d'apprendre, puis j'ai quelque chose à apporter. Fait que, tu sais, des fois, dans le vocable qui est utilisé, puis encore là, on peut parler de l'assiette, là, c'est probablement que la directrice n'a pas fait ça pour me déranger puis me blesser, mais je suis sortie de là pas contente finalement, juste à cause de ça. Fait que d'où, en fait, l'importance de faire attention à nos intentions aussi derrière. Des fois, c'est pas intentionnel, mais comment ça peut être reçu. C'est diminuant peut-être de toujours dire, ah oui, mais elle est dans le fun, elle participe. Mais oui, mais on est capable d'apporter quelque chose de plus substantiel aussi. Je pense que c'est important de le garder en tête, là. Même si c'est vrai qu'on peut être ultra dynamique, mais tu sais, ça, je pense pas que c'est une caractéristique de la jeunesse. Quelqu'un de 55 ans peut être dynamique aussi. C'est juste de décontextualiser ça un petit peu. Oui, merci. Puis le dernier petit point, je vais donner la parole à Michel aussi après, que je voulais faire, c'était l'importance aussi que ce que vous faites comme travail, tu sais, votre présence, ça démontre de votre intérêt. Puis comme je dis, je reconnais plusieurs visages, puis il y a des personnes que je pense qui auraient juste pu donner la formation clairement, avec toutes les formations qu'elles ont suivies. Mais c'est important que ça ne s'arrête pas à vous, puis de se détacher cette procédure-là de votre personne, puis de ce que vous portez dans votre cœur. On va dire Priscilla qui est là, je vais donner l'exemple parce que tu as pris la parole. Là, clairement, tu as identifié quelque chose, mais le danger, c'est qu'est-ce qui va se passer quand Priscilla va partir? Est-ce qu'on va devoir recommencer à zéro? Comment laisser un héritage réel dans la structure de l'organisation? Comment, puis là, on faisait la balance, la comparaison entre les petites organisations puis les grandes, mais je pense que dans les deux cas, il y a besoin d'insérer des choses au niveau administratif, dans les règlements généraux, dans la manière de faire, dans la culture organisationnelle, qui font en sorte que les jeunes ou leur expérience, ce n'est pas au détriment de la personne qui est là, au détriment de Geneviève Gaël qui travaille avec des jeunes depuis tant d'années, fait qu'elle comprend ça, puis c'est quand elle va quitter, bien, il y aura déjà une structure qui va comme protéger ces jeunes-là, fait qu'il y aura des choses qui seront obligatoires, il y aura des règlements généraux qui vont faire en sorte que le CA ne pourra pas juste décider de mettre à la poubelle le siège jeunesse. Non, ça fait partie des règlements, fait que je voulais juste aussi souligner que ça ne doit pas dépendre seulement de la bonne volonté de la personne dans le poste, autant au CA que dans l'équipe, mais que ça doit vraiment faire partie de la culture de l'organisation. Ça, c'est plus difficile, mais je pense que c'est le legs le plus concret que vous pourriez laisser à votre organisation de protéger les jeunes puis leur expérience aussi. Là, je me tais, je donne la parole à Michel aussi. Ça fait longtemps que la main était levée. Merci, c'est fort intéressant les échanges. Moi, j'avais quelques réflexions. Bien, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, au niveau des structures ou de l'institutionnalisation, on n'aime pas toujours ce mot-là, mais dans le cadre d'instance, c'est intéressant d'y réfléchir. Il y a peut-être des moyens directs, comme un siège réservé à des jeunes, mais il y a des moyens indirects fort importants. Dans l'intervention de Chantal et aussi celle de Priscilla, on entend que souvent les personnes qui sont très proches de la fondation de l'organisme ou qui y militent depuis plus de 10, 15, 20, 30 ans, siègent toujours au CA. Ils ont un grand apport. Je ne veux absolument pas faire de l'agisme, mais le fait qu'il n'y ait pas de limite au mandat
au nombre d'années consécutives, c'est-à-dire faire 2 mandats de 2 ans, puis arrêter 2 ans avant de revenir, ça fait qu'il y a peu d'espace libre pour renouveler ou renouveler en général, et donc ça laisse moins de place aux jeunes. Je sais que ça peut être très déchirant d'amener ces débats-là parce que ça peut être teinté de rejet ou d'agisme, mais moi, je le vois comme positif et trouver d'autres manières de s'investir et d'autres lieux de pouvoir qui pourraient permettre à celles et ceux qui ont fondé l'organisme et qui s'y sont donnés corps et âme de continuer à s'y investir. Alors, mais ça, c'est une réflexion, j'ai pas de... C'est une réflexion que j'ai par rapport aux instances. Moi, je voulais réfléchir comme Acossi aussi. Et comme Acossi a un lieu les lieux d'engagement jeunes dépendent beaucoup des membres. Alors, s'il n'y avait pas de jeunes dans les groupes, bien, il y aurait moins de jeunes dans tous nos espaces de concertation et donc moins de jeunes qui pourraient avoir le leadership de présenter leur candidature au CA. Puis ces dernières années, on en a eu plusieurs jeunes, mais on n'a pas de très jeunes. On n'a presque pas, il faudrait que je fasse une enquête, là, des moins de 25 ans qui ont siégé au CA. Il y en a très peu. Puis nous, on a beaucoup de jeunes je dirais, là, mais puis Martine me dira si je me trompe, là, mais plutôt de 30-35 ans. Donc, il y a cette réflexion-là collective que j'aimerais qu'on regarde. Jeune, mais c'est tellement large, 18-35 ans. Moi, je trouve qu'à 34 ans, tu n'as pas les mêmes entraves pour arriver que si tu as 20-22 ans. Alors, mais je n'ai pas, c'est une question. Et là, j'ai une question plus précise à Sandrine et aux autres jeunes autour de la table. Moi, je trouve très enrichissant le privilège que j'ai d'avoir des relations intergénérationnelles. Au-delà de lieux de pouvoir où c'est la discussion, c'est les points de vue, et j'ai l'impression aussi que j'apporte autant qu'on m'apporte. Et pour moi, c'est très riche, fait que j'aimerais ça, connaître votre point de vue. Et enfin, dernière chose, c'est qu'à l'Acossi, on a eu beaucoup de jeunes via des stages d'études universitaires. Donc, c'est déjà privilégié. On n'a pas de stage d'études collégiales. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'embauche après. Notre seule stagiaire, en tout cas depuis une dizaine d'années, c'est Martine, qui maintenant occupe un poste de chargée de programme. Ça a été tout un parcours intéressant, mais nous, on doit répondre aux besoins du stagiaire, de la stagiaire, selon ses études, son projet. Comment elle est intégrée dans l'équipe? Elle participe ou il participe aux réunions d'équipe. Même en faisant des tours de table, ce n'est pas évident de s'imposer dans une équipe comme celle de l'Acossi, comme stagiaire. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à regarder, à revoir dans nos façons de fonctionner pour permettre un plus grand apport. Et parfois, j'avais l'impression qu'en les ciblant, on les mettait plus mal à l'aise qu'autre chose. Tu sais, on ne peut pas juste insister. Bon, là, il y a un tour de table, on veut connaître ton point de vue. Tu sais, tout cet équilibre-là, il est difficile. Alors donc, j'aimerais que vous en parliez pour qu'on entende un peu les bons moyens que vous avez vus mis en place pour favoriser une intégration dans une équipe de tête forte. Mais je peux y aller avec ce que je pense, comment je me sens, puis vraiment d'autres points complémentaires. Là, mais je pense que je vais faire un peu du pouce, un peu dans le genre anecdote à Audrey-Anne. Tu sais, je pense que moi, je crois beaucoup justement à ces rencontres-là intergénérationnelles. Puis je reviens à ce que je disais, l'opportunité de mentorat. Tu sais, moi, par le CA, j'ai eu côtoyer des gens qui font ça depuis des années, tu sais, en conseil d'administration, prendre des décisions, d'avoir ce processus-là administratif. Puis j'ai beaucoup appris parce qu'ils ont pris le temps de m'expliquer en étant dans cette action-là, dans une bienveillance. Fait que je sentais que je recevais de la part de ces personnes-là. Je sentais que moi aussi, je donnais de par mes idées. Mais tu sais, c'est en effet, il y a eu des moments où est-ce que, bon, il y a une activité, puis d'un coup, on dit « Ah, Sandrine, elle va y aller. »
est-ce qu'on a demandé à Sandrine si ça y tente d'y aller? C'était l'espèce de, on prend pour acquis, c'est la jeune de la gang. Bon, ben, Sandrine elle va aller là. Sandrine, tu vas faire ça. Là, Sandrine, elle aimerait ça. Là. Ben, on peut-tu me demander est-ce que Sandrine, ça te tente d'y aller? Il me semble que je te verrais bien faire ça. Puis je pense que ça revient à la posture dans laquelle on se met. Parce qu'au même titre que si moi, j'arriverais sur un CA puis je déciderais que, bon, toutes les personnes, justement, de plus de 40 ans, les autres, ils ne comprendront pas comment faire une rencontre Zoom, puis ils pourront pas faire des posts Facebook. Puis je décide justement que ça va dans un sens comme de l'autre. Puis je pense que c'est vraiment une question pour qu'il y ait une rencontre intergénérationnelle, puis pour que les deux grandissent là-dedans, c'est une question de posture, de croire au potentiel de l'autre, puis de toujours le considérer comme un égal, puis qu'il n'y ait pas une dynamique de hiérarchie, que moi je sais plus ou ci ou ça. Je pense qu'on peut reconnaître les compétences, les qualités, les défis de chacun, sans pour autant se placer dans une dynamique de hiérarchie. Puis je pense que c'est là qu'on fait la rencontre intergénérationnelle. Puis je trouve ça intéressant de ce que j'entends, c'est un peu comme quand tu pointais la personne, mais elle se sentait gênée, mais en même temps, justement, de lui partager, comme si de calmer un peu les têtes fortes, les gens, puis de créer l'espace pour que la personne se sente bien. Puis c'est à force, je pense, de lui donner le micro, qu'elle va se sentir valide de parler, parce que ça aussi, ça parle du processus du jeune, de ne pas se sentir à la hauteur d'exprimer son opinion, de ne pas se sentir valide, d'avoir le droit de donner son opinion de par son estime de lui-même ou de par comment est-ce qu'il se sent par rapport à ces personnes-là plus âgées. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir dans la posture puis dans la dynamique aussi, là. Mais par rapport à comment créer un climat favorable à ça, on dirait que c'est peut-être mon créneau, puis ce serait plus Audrey et Elsa qui pourraient partager certaines astuces, là. Oui, merci beaucoup. J'ai juste par respect, parce que ça fait longtemps que Marie-Lisa aussi avait la main levée. Je voudrais lui donner la parole, puis aussi parce que le temps passe, puis on voudrait avoir une petite pause, mais je trouve que c'était quand même un bel élément de réponse, puis j'ai l'impression qu'on va pouvoir quand même aborder ça aussi après la pause, là, Michel, peut-être aller puis creuser davantage sur ces réflexions-là de comment donner la place. Mais merci de participer, c'est très, très cool. Donc, Marie-Lisa. Moi, ça va être très court en fait. C'est que nous sommes un conseil d'administration, petite organisation avec beaucoup de cheveux blancs. Et nous avons réussi à justement avoir sur notre CA une jeune femme racisée, compétente, professionnelle, et elle était vraiment très impliquée dans le CA. Et nous l'avons perdue parce que c'est la balance entre le travail, la famille et l'implication dans une organisation qui ne fait que du bénévolat. On n'a pas d'employés. Donc, automatiquement, il faut que cette personne-là ait trouvé un emploi pour soutenir sa famille et s'occuper de ses enfants. Donc, notre grande problématique, je dirais, pour notre renouvellement, c'est de trouver des jeunes de cet âge-là qui pourraient nous bouleverser un petit peu dans nos habitudes, dans nos façons de faire, mais qui peuvent rester parce qu'au fond, ils ont le temps de s'impliquer. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu la même expérience, c'est trouver quelque chose dans notre structure. Là, je vous écoute et je trouve ça très intéressant. Peut-être aussi qu'on devrait retourner et lui demander qu'est-ce qui aurait pu la retenir malgré tout. Et ceci n'a peut-être pas été fait, donc ça me sonne quelques cloches de vous écouter et d'entendre un petit peu les conditions à offrir. Alors, je voulais juste introduire cette dimension-là de disponibilité des jeunes en bas de 35 ans qui ont aussi une autre vie, hein, qui ont un travail, qui ont une famille, à s'impliquer dans des organismes comme le nôtre, qui sont petits, qui n'offrent que du bénévolat. Merci. Merci. Je pense que toutes les réponses et les questions étaient dans l'intervention, de ce que j'entends, là, dans le sens où moi, je prône vraiment l'idée de demander aux jeunes, parce qu'on ne peut pas parler pour cette personne qui a eu l'expérience, et je pense que c'est l'experte de la situation, c'est cette jeune-là en ce moment, sur le pourquoi et ce qui aurait pu être fait. Puis moi, j'aime aussi l'idée qu'on peut toujours faire quelque chose. Au moment où on se dit qu'on ne peut pas changer la structure, qu'on ne peut pas, parce qu'on le fait toujours comme ça, que je pense que c'est là qu'on a perdu une bataille, parce qu'il y a toujours une structure qui peut être changée, il y a toujours des réflexions organisationnelles, puis je pense que le premier pas aura été de demander à la jeune ce qui s'est passé, puis d'être prêt après à changer les choses, parce que ça demande du changement, ça demande de l'adaptation, puis c'est quand même très important. Puis je pense que j'ai quand même deux petites
deux petits commentaires que je voulais quand même partager parce que j'entendais beaucoup de choses aussi par rapport aux personnes peut-être qui sont, Michel avait mentionné, tu sais, les membres fondateurs qui sont plus âgés, comment ça peut être difficile d'accueillir la jeunesse, mais je pense que c'est aussi comment c'est amené, avec quelle intention. Fait que si on parle de relève, par exemple, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là. On veut assurer la pérennité de l'organisation en ce moment. On veut assurer que l'organisation ne tombe pas si les cerveaux s'en vont. On a besoin de relève. Puis je trouve que dans une planification stratégique, dans un plan, ça tombe sous son sens. Là. C'est pas genre on a besoin de changement parce que ça ne fonctionne pas. Non, on veut survivre. On veut que ça reste. On veut que ces idéologies-là restent. On veut qu'elles perdurent. On veut continuer à avoir un impact. Donc, on a besoin de relève. Fait que des fois, c'est juste les mots, la manière dont c'est amené, les intentions. Puis l'autre chose que je voulais nommer, mais je sais que pour avoir pu naviguer, je sais que chaque organisation, en ce moment, vous avez des réalités tellement différentes, mais la vérité, puis même avec l'exemple de Michel sur, par exemple, l'effet qu'il y a des stagiaires, puis la réalité que Marie-Lisa vient de nommer, des bénévoles administrateurs, bien, c'est l'idée qu'il y a il y a quand même une fracture au niveau socio-économique dans l'idée que certains, c'est un privilège, certains sont à la retraite ou d'autres, c'est même dans leur cadre de leur travail, là, pour les plus grosses organisations, peut-être qu'ils vont siéger. Là, le jeune arrive, puis même en tant que stagiaire, je suis pas sur, c'est pas vrai, là, je suis vraiment dans une position beaucoup plus précaire. Mon engagement est reconnu différemment, fait que ça fait en sorte que j'ai besoin d'aller chercher quelque chose pour survivre ailleurs, tu sais. Donc, il y a comme toutes ces balances-là de pouvoir qu'il faut juste, là, je voulais juste le nommer, sachant que vous avez comme toutes vos réalités puis qu'il y a plein de limitations que je comprends, mais c'était important de le nommer aussi que des fois, c'est simplement que c'est difficile, puis il faut juste reconnaître que le jeune est en train de faire un effort peut-être surhumain par rapport à d'autres pour être présent, puis l'accueillir dans sa présence comme il est, puis accueillir que des fois, il va être absent, puis être flexible avec ça. C'est juste que je voulais nommer ce jeu de pouvoir-là. Puis la dernière intervention, pour qu'on puisse aller aussi à la pause après, c'est moi qui parle tout le temps de toute façon, fait que je vais me censurer, est à Hélène. Oui, merci. Dans le fond, je voulais juste rajouter là, qu'une personne jeune qui désire s'investir, va sûrement avoir une espèce d'anxiété de performance qui continue. Là, à travers nos études, on en a une qui est présente, mais de devoir performer tout le temps. Ce qui fait que des fois, on n'ose pas poser des questions ou on essaie d'être la meilleure personne possible en montrant pas trop de défauts, mais d'être capable d'admettre qu'on fait des erreurs, bien, ça fait partie, et d'être capable d'admettre qu'on veut apprendre. Bien, ça veut aussi dire que des fois, on n'est pas prêt à s'investir à 100% parce qu'on a l'impression du syndrome de l'imposteur, justement. Donc, d'être capable d'accompagner ou justement d'offrir ce mentorat-là, moi, je pense que c'est vraiment l'idéal, le point de base pour accueillir des jeunes, leur permettre de leur montrer une place, puis de voir quelle place ils souhaitent prendre, jusqu'où ils sont à l'aise d'aller. Mais c'est d'aller voir cette pression-là sur eux, elle est où, puis où est-ce qu'ils sont prêts à aller, justement. Merci beaucoup. Merci pour vos partages. Merci pour les commentaires aussi. On aurait voulu adresser plusieurs choses, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'entrecouper dans nos conversations après la pause également, parce qu'on va aller un peu plus profondément sur les obstacles plus concrets. Là, on a beaucoup parlé des obstacles pour les jeunes. Je pense que de manière plus générale, on arrive quelque part, mais on veut aussi avoir l'autre côté de la médaille, les obstacles pour les organisations. Donc, on va vous inviter à avoir une réflexion peut-être plus personnelle, puis elle va être aussi anonyme sur c'est quoi les obstacles de mon organisation, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué, tout ce que je viens de dire, par exemple, tout ce dont on a parlé, changement structurel, puis on va essayer d'aller dans des pistes de solutions aussi pour atterrir. Donc, pour la suite, donc on a parlé des obstacles au point de vue du jeune, des jeunes en particulier, mais on souhaitait, comme Elsa l'a dit d'entrée de jeu tout à l'heure, de voir ces enjeux-là des deux côtés de la médaille. Donc, on va maintenant plus se positionner sur l'organisation, mais vous aussi, à titre d'agente qui représente et qui travaille au sein de l'organisation. Donc, j'aimerais vous proposer une petite activité sur un Jamboard. Je vais partager mon écran avec les réponses. Puis, ce que je propose de faire, c'est à ce moment-là, puis là, à ce moment-ci, Elsa, n'hésite pas à te rejoindre à moi, là, juste aussi pour la gestion du temps, parce que je sais qu'on a des grandes ambitions, mais on a un temps limité. Alors, juste pour s'assurer qu'on passe à travers tout ce dont on veut là, pour la suite.
Donc, je proposerais peut-être d'abord de faire un petit topo, puis ensuite, je vous inviterai peut-être à faire un bref, sans que ce soit un tour de table formel, si vous avez des réflexions plus particulières, à lever votre main pour qu'on puisse avoir une discussion autour de ce qui est ressorti là, dans les différentes diapositives. Donc, j'ai lu au fur et à mesure où vous avez mis vos petits pense-bêtes. Donc, concernant la première question sur 10, comment je note mon organisation par rapport à l'inclusion des jeunes sur les différents lieux de pouvoir et pourquoi, on voyait qu'en moyenne, généralement, ça oscillait autour du 7 sur 10 pour plusieurs raisons, mais il restait quand même que le défi qui, disons, faisait face souvent les organisations, c'était souvent les enjeux de recrutement ou aussi les types de postes qui sont offerts aux jeunes. Donc, je voyais entre autres la note, juste, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais un peu, je trouvais ça très intéressant ici qu'on mette cette idée-là de un peu de rôle insignifiant. Ça revient quand même à un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure avec le rôle peut-être un peu plus symbolique qui est réservé aux jeunes et non pas qui sont mis au cœur des décisions ou des processus qui ont vraiment un rôle décisionnel ou qui peuvent exercer leur leadership de manière pleine et entière. Puis, ce qui revenait également, c'était la question de la structure. Donc, évidemment, comme on l'a mentionné tantôt, il y a certaines organisations qui fonctionnent avec une plus petite structure, ce qui peut peut-être faciliter à ce moment-là la flexibilité, alors que dans d'autres, c'est vraiment très organique et très institutionnalisé. Puis, ça laisse peut-être moins place à, disons, l'improvisation ou la flexibilité. Donc, moi, c'est ce que j'avais ressorti en gros au point. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un ou quelqu'une dans le groupe qui souhaitait soit ajouter ou partager une réflexion par rapport à cette cote, disons, un peu simplement pour se noter sur 10. L'idée, c'était juste de se dire, OK, au point de vue organisationnel, où est-ce qu'on se situe? On est comme champion ou on est champion en devenir? Est-ce qu'il y avait des réflexions? Est-ce que ça colle à votre perspective des choses? Êtes-vous surpris des commentaires des autres? Moi, je dirais peut-être rapidement que je trouve ça bien. Vous vous notez quand même très fort pour les commentaires. On est comme 7, mais ça va vraiment mal. Fait que je suis comme, je trouve ça intéressant, votre relation avec les chiffres. Vous avez quand même une bonne moyenne. Tout le monde passe en ce moment. Mais c'est bien de voir que tout le monde est sur la même longueur d'onde, là, puis de voir ce qu'on peut en faire après. Oui, effectivement. Moi aussi, j'avais remarqué que c'était souvent côté fort, mais avec beaucoup de bémols. Mais c'est bon parce que je trouve que ça témoigne du fait qu'il y a des actions qui sont mises en place, puis il y a quand même une place qui est faite, mais il y a grandement place à l'amélioration. Donc, ça, c'est déjà un premier constat qui nous permet ensuite de développer des différentes stratégies pour pallier puis répondre à ces problématiques-là. Donc, maintenant, pour la deuxième, je vous demandais de nommer un ou deux défis qui sont associés au fait d'avoir des jeunes sur votre CA. Puis personnellement, donc à titre individuel, quelles sont les difficultés que vous voyez? Donc, on l'a dit tantôt, parfois ça peut être confrontant de se voir bousculer ou des trucs comme ça. Donc, ce qui, moi, en tout cas, à la première vue, c'était surtout la difficulté au point de vue de l'intégration, puis de l'apport de cette pluralité des différents disons, puis un peu le choc qu'il peut avoir entre différentes générations de bénévoles ou d'administrateurs. Donc, ça, on sentait que c'était quand même un point de résistance, puis un défi quand même assez important. Puis ça rejoint, en fait, le premier point que je voyais dans la première diapositive, cette idée-là de structure déjà bien ancrée qui est parfois difficile à déconstruire ou à manier pour justement la remodeler puis laisser une place aux jeunes peut-être plus intéressante ou qui correspondrait plus à votre désir, vous, en tant qu'individu au sein de l'organisation. Je ne peux pas en dire plus, il y avait quand même plusieurs points. Je ne sais pas si, puis il y avait aussi la question de privilège. Si quelqu'un voulait ajouter quelque chose ou Elsa par rapport à ce qui était ressorti de cette diapositive-là. Gênez-vous pas. Vous pouvez aussi écrire dans la conversation, mais sinon, levez peut-être votre petite main pour qu'on puisse vous voir et vous donner la parole. Ça allait. Sinon, est-ce que vous considérez que ça amène une réflexion puis que ça vous fait réfléchir peut-être avec des pouces ou des
des mains en l'air. Est-ce que c'était des questions que vous étiez déjà posées? Peut-être c'est intéressant aussi de se poser cette question-là. Je vois dans la... Oui, bon, super, c'est bon. C'est toujours bon de se ramener à ces questions-là. Puis, en troisième lieu, on voulait quand même finir sur une note importante parce qu'on parle souvent, puis ça aussi, je pense que c'est important dans nos approches, on parle de défis, de difficultés, d'enjeux avec l'inclusion, la pleine intégration des jeunes dans nos milieux. Mais c'est pas juste une difficulté puis un défi, ça peut être aussi plaisant, puis il peut aussi avoir des bienfaits au fait d'avoir des jeunes sur le CA de votre organisation. Donc, c'est un peu ce qu'on tentait d'amener avec la troisième question. Puis, je trouve ça vraiment bien parce que on voit ici que ça l'amène vraiment, puis c'est ce qui ressortait, c'est les idées nouvelles, l'innovation, le challenge aussi que ça peut amener. Donc, pas aussi voir ce challenge-là seulement de manière, disons, négative ou ça peut en fait nous bousculer, mais de le voir comme un apport qui est positif pour l'organisation. Évidemment, il y a vraiment plein de points, mais je trouvais que c'est ça qui ressortait, puis je trouvais ça bien aussi par rapport aux discussions qu'on avait eues précédemment. Est-ce qu'encore une fois, je ne sais pas s'il y a un commentaire ou une réflexion de plus qui voulait être peut-être à Nessie ou Elsa, Martine, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à tout ça. Je pense que ce que je dirais, c'est que je vois vraiment qu'il y a quelque chose de concret qui est cohérent dans toutes les réponses. Là. Dans la troisième, ça va vraiment dans le même sens de l'idée d'innover. Puis il y a peut-être, je sais que tu l'as mentionné, mais je voulais juste peut-être à la deuxième question, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup parlé de pluralité, des visions des jeunes, que c'est difficile, tu sais, puis je pense que ça, je nous inviterais, puis je pense que c'est un travail que Citoyenneté Jeunesse doit faire aussi à accepter qu'on ne veut pas rejoindre tous les jeunes. Tu sais, dans le fond, on ne peut pas rejoindre tous les jeunes, toutes les réalités, dans toutes les circonstances, puis c'est de savoir, OK, mais quels jeunes on peut rejoindre pour le moment, qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment, comment s'assurer, parce que dans le fond, pour revenir à la question 3, je te fais bouger, Lauriane, comment s'assurer que justement cette cohésion, cette crédibilité-là, elle soit faite justement, là, en tout cas, je ne sais pas, là, je déparle, mais juste pour dire que je trouvais qu'il y avait des liens entre cette réponse-là puis la deuxième sur l'idée de cette pluralité-là des jeunes. Voilà. C'est un excellent point. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour ce bout d'activité, mais vraiment, l'idée, c'était de nous faire réfléchir au point de personnel. Parce que souvent, c'est vrai, on ne se donne pas le temps de dire, OK, je vais y réfléchir, puis je vais me poser les questions. On est toujours dans le brouhaha, puis dans la tempête du travail, puis entre les réunions, puis tout ça. Donc, déjà, d'entamer cette réflexion-là, je trouve que c'est un bon point. Puis, vous allez pouvoir, le Jamboard va être encore accessible par la suite si vous voulez le repartager peut-être à votre équipe de travail ou le présenter aussi à votre conseil d'administration. Ça peut être des bonnes idées puis des bonnes bases pour amener une réflexion intéressante à ce niveau-là. J'aurais peut-être une petite question, si tu me permets, Audrey-Anne. J'étais curieuse de savoir, est-ce que vous sentez que ce que vous venez de partager, est-ce que vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde que les autres personnes de votre équipe par rapport à ce que vous avez partagé? Est-ce que vous pensez que vous êtes un peu la seule personne à apporter cette vision-là ou que c'est pas mal cohérent de votre vision? J'étais juste curieuse de savoir, peut-être juste comme avec un pouce, là, ceux qui pensent que c'est super cohérent avec leur équipe, leur manière de voir les choses en ce moment. OK. Puis ceux qui pensent qu'ils sont un peu lone wolf, là, qui sont un peu comme les personnes seules dans leur équipe à porter cette vision-là. OK. Et moi, parfois, justement, il y a des collègues qui, justement, sont d'accord avec moi puis qui comprennent l'importance de faire en sorte que les jeunes fassent partie, prennent part aux décisions. Mais il y en a qui ont juste comme suivre une ancienne approche. J'appelle une ancienne approche parce que c'est la même approche depuis longtemps. Et c'est donc, quand vraiment, à chaque fois, je rappelle, est-ce que ça vous tente qu'on aille chercher notre public cible, c'est-à-dire les jeunes, avant de décider quoi que ce soit? Et à chaque fois, je m'obstine parce qu'il y a de l'autre côté des personnes qui disent « Ah non, mais avant d'aller les contacter, il faut peut-être déjà établir des choses. » Je dis « Mais ça ne vous tente pas de partir juste sur une page blanche? » Non, à chaque fois, c'est tout le temps, il faut définir quelque chose. Mais je dis « Mais ça, ce n'est pas de la co-création. » En fait, c'est pas que c'est de la co-création, ce n'est pas de la création des jeunes. Tu leur poses, tu leur donnes des choix, puis les autres doivent choisir parmi tes choix que tu as réfléchi, toi, en pensant à eux, mais ce n'est pas eux qui ont réfléchi à ça. Bref, je ne sais pas si je rends l'idée là même.
Fait que c'est super clair. difficile, non? C'est pas... Parce que parfois, tu dis... pourtant, je trouve ça hallucinant, parce que c'est pas non plus des personnes non plus de 60 ans qui s'obstinent, mais c'est parfois des jeunes aussi qui s'obstinent sur ça. Je dis, mon Dieu, mais comment ça se fait? Je suis la seule là, à penser que c'est normal d'aller chercher des jeunes, surtout quand tu réalises des activités qui s'adressent aux jeunes. Merci, j'ai vu que ça résonnait chez beaucoup de monde, ce que tu viens de dire, là. C'est super pertinent. Puis je ne sais plus qui ici est comme sur un CA, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, là, qui ne sont pas nécessairement des membres de direction sur des CA. Mais ce que tu dis, Antonella, ça me fait beaucoup réfléchir justement à cette importance de changer les structures organisationnelles, justement, changer la culture organisationnelle avant tout. Puis après, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur le pouvoir que vous pouvez avoir à votre poste, chacun. C'est comment on peut influencer aussi l'interne pour transformer les idées, parce que ça peut être lourd aussi de porter ça seul, ce désir-là de changement. Mais j'ai vu que beaucoup de gens ont raisonné. Voilà, si j'avais la petite question, Réal, je te laisse. Non, mais c'est hyper pertinent parce que souvent, c'est ça, on se ramasse, on a l'impression qu'on se ramasse seul ou contre une structure, puis là, on a l'impression de ramer à contre-courant, puis ça peut être vraiment frustrant. Je pense que ce qu'Elsa a mentionné, c'est vraiment pertinent parce que ça peut être épuisant de ramer à contre-courant. À un moment donné, on n'a plus de jus. Fait que c'est un peu de voir peut-être à notre niveau qu'est-ce qui est possible de faire ou comment moi, à titre personnel, d'où l'importance de réfléchir, oui, au point de vue du jeune, au point de vue de l'organisation, mais au point de vue aussi de moi. Tu sais, quand je mets mon sou de travail puis que je suis agente de mobilisation, que je suis directeur de... Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour changer autour de moi? Parce qu'évidemment, on n'a pas l'ensemble des pouvoirs. Puis on ne peut pas tout changer d'un seul coup en claquant des doigts comme ça. Oui, Priscilla? Moi, j'ai l'impression aussi que, tu sais, dans les organisations, il y a probablement toujours un ou deux alliés qui ne sont pas peut-être complètement vendus, mais tu sais, qui seraient prêts à suivre, disons, là, tu sais. Puis je pense que quelque part, il faut y aller stratégiquement, puis des fois, petit peu par petit peu. Tu sais, moi, demain, si j'arrive à mon CA, puis je dis, ben voilà, on n'a pas le droit de renouveler le mandat après 2 années consécutives et ça y est, là, moi, je veux dire, mon CA ne suit pas, là. Tu sais, c'est tous des gens qui sont investis depuis des années et puis qui ont la cause à cœur. Mais c'est petit peu par petit peu, on commence par dire, bon, ben, tu sais, qu'est-ce que vous en pensez? Un poste jeunesse. Puis là, l'année d'après, on arrive avec un autre élément, puis un autre élément. Bien, petit peu par petit peu, ça fait sa place, puis éventuellement, ça fait des petits. Tu sais, je pense que faut pas non plus décider de tasser tout le monde puis dire, ben voilà la vision parfaite de la chose. Mais je pense que c'est de semer des graines pour qu'éventuellement, ça puisse croître dans l'organisme. C'est super pertinent, Priscilla, surtout que tu as utilisé le mot « allié ». Ça, je trouve ça fondamental parce que ça nous permet de faire un pont, en fait, sur la suite, parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir des alliés dans l'organisation, mais c'est bien aussi de se positionner comme alliés nous-mêmes de la place des jeunes, parce que nous-mêmes, on n'est peut-être pas un jeune nécessairement, mais on peut être un allié justement pour développer des pratiques ou y aller petit pas par petit pas pour dire, OK, on va commencer comme l'exemple était bien démontré, de dire on va commencer par un siège jeunesse. On ne passera pas du coq à l'âne comme ça trop rapidement, on va y aller progressivement. Puis aussi, chaque organisation a ses propres réalités. Donc, d'où l'important aussi de se fixer des objectifs qui sont réalistes aussi en fonction de l'environnement dans lequel on baigne. Donc, c'est certain qu'il y a la résistance organisationnelle, la résistance au changement, on le sait, mais aussi au point de vue des ressources humaines, des ressources financières. Donc, il y a plusieurs facteurs à considérer quand on amène une nouvelle façon de faire où on veut apporter une amélioration, une politique, un nouveau siège, un comité, etc. Donc, d'où, en fait, l'importance de la notion d'allié. Donc, si vous me permettez, je vais transiter vers ça, puis ensuite, Elsa va pouvoir prendre le relais avec cette question des stratégies organisationnelles. Donc, la question d'allié, juste pour faire un petit topo rapidement, on ne s'éternisera pas trop longtemps, mais c'est vraiment cette idée-là de se positionner comme quelqu'un qui est solidaire et qui va travailler aux côtés
aux côtés des jeunes, en fait, pour les supporter puis être solidaires dans, disons, leur quête de se trouver une place puis d'être entendus dans les espaces décisionnels. Donc, encore là, je pense que c'est un mot qui résonne depuis le début. L'idée, c'est pas de prendre la parole à la place de décider que cette personne-là a pensé ça ou a dit ça. L'idée, c'est d'utiliser, vous occupez tous et toutes des postes ici où vous avez accès à des ressources, certainement à une certaine forme de pouvoir, de leadership. Donc, comment on peut utiliser ces ressources-là à l'interne pour créer des espaces qui vont être inclusifs et réceptifs aussi à accueillir les jeunes pour que les jeunes puissent les intégrer puis parler en leur propre nom. Donc, cette idée-là, c'est vraiment pas de travailler à la place d'eux, mais de vraiment travailler aux côtés pour dire qu'est-ce que je peux faire à mon, disons, niveau à moi pour utiliser mes ressources, donc utiliser peut-être mes privilèges aussi à ce moment-là, mais de manière positive pour créer les espaces, des espaces de dialogue qui sont vraiment, disons, intéressants. Puis à ce moment-là, on n'y répondra pas nécessairement tout de suite, mais peut-être de se poser la question, comment moi, à titre individuel, je peux jouer ce rôle d'allié-là pour favoriser la place puis l'inclusion des jeunes dans mon organisation. Donc, déjà, de se poser cette question-là, c'est de s'amener à une réflexion, puis ça peut être fait en collégialité avec un collègue, une collègue aussi. Donc, comment, si on voit que justement, j'ai un allié qui est sur le CA ou un collègue, donc comment on peut y réfléchir ensemble pour aller de l'avant en ce sens-là. Je voyais, Elsa, peut-être tu avais quelque chose à ajouter? Non. Non, ben, en fait, c'est juste, je pense que j'étais trop expressive, mais je lisais le commentaire de OK. Franck que je trouvais super intéressant, mais je vais quand même te laisser passer sur ce que tu voulais faire pour les alliés, puis on pourrait y revenir parce qu'il était super intéressant le commentaire. Oui, oui, oui. Ben, en fait, c'était ça. Essentiellement, c'était juste d'asseoir les bases sur ce que c'est un allié. Puis, tu sais, en fait, l'idée, c'est vraiment. Puis, c'est de se décoller aussi de la symbolique. Donc, c'est pas l'idée de mettre un collant ou de se mettre un badge, je suis un allié des jeunes. Donc, ça se transpose par des actions. Donc, c'est bien, là, avoir un poster puis avoir un truc sur notre porte, mais on n'est pas là. Donc, l'idée, c'est d'être proactif, mais être proactif dans un respect, dans une bienveillance, puis aussi vraiment être dans la solidarité dans cette démarche-là. Puis comme Elsa l'a mentionné tantôt, on ne peut pas être allié de tout le monde, de toutes les situations tout le temps. Donc, on ne recrute pas nécessairement, on ne peut pas rejoindre tous les jeunes. Ça, c'est quand même une notion qu'il faut garder en tête. Donc, ça aussi, il faut le penser quand on veut agir en tant qu'allié. Donc aussi, des fois, il faut choisir nos combats, une étape à la fois. Là, c'est quoi la priorité actuelle? Donc, de se poser ces questions-là, ça nous fait, disons, utiliser les bons outils à bon escient dans les différentes situations. Donc, en fait, moi, c'était tout, en fait, pour la liste. C'était juste quelque chose qu'on voulait mentionner, puis on pourra s'en reparler. Ensuite, j'ai peut-être des outils à vous transmettre par la suite que je pourrais peut-être envoyer à Martine, puis que Martine pourra vous envoyer par la suite. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je laisserai Elsa transiter avec quelques idées de stratégie organisationnelle là, pour favoriser l'inclusion des jeunes dans vos milieux. Ouais, super, merci. Puis je pense que Audrey l'a bien dit, mais on a comme aussi, il y a des super bons outils, des balados, des choses qui existent, qui traduisent très bien les expériences de certains jeunes là, qu'on pourra vous partager avec ces termes-là. Puis là, est-ce que si on pouvait partager, on reviendrait au Canva, si possible, pour quelques mini-diapos, puis là, on va revenir pour atterrir de ce beau voyage sur l'engagement jeunesse dans les lieux de pouvoir. On va voir, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Ça a été abordé d'une manière ou d'une autre à certains moments par rapport aux stratégies. Puis là, j'ai mis aucune recette miracle. Dans le sens que là, c'est là que les gens sont comme, je vais prendre des notes, je vais faire ça, puis là, j'ai tout ce que je voulais. C'est juste pour ça que j'étais venue à l'atelier. Puis moi, je ne crois pas que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que malheureusement, c'est jamais le moment qui prend le plus de temps parce que je pense que c'est trop complexe. Mais j'ai une certitude que si on prend le temps de faire une espèce de diagnostic, de réflexion comme vous l'avez fait, de se positionner en tant qu'allié, ça va être beaucoup plus facile de mettre en place certaines choses. Puis je pense que je veux mettre un bémol aussi parce que j'ai beaucoup mis de l'avant le changement structurel, le changement organisationnel qui est intéressant, mais des fois, il faut juste aller dans les petites actions aussi. Des fois, comme on ne peut pas changer tout de suite tout le CA demain, on ne peut pas changer tous les règlements généraux, c'est juste trop complexe. Des fois, c'est trop gros l'organisation. Des fois,
ça demande trop de changer juste les mentalités, là, ça prend vraiment du temps. Alors, je pense que c'est important aussi de se concentrer sur les petites actions. C'est ça un peu qu'on veut vous partager. Là, il y a comme des pistes pour mobiliser, pour être plus inclusif, qu'on pense qu'ils sont vraiment... Ça, c'est juste comme la base. Puis moi, j'encouragerais, je pense qu'Antonella l'a vraiment bien dit, le premier, c'est le dialogue avec vos jeunes, avec les jeunes avec qui vous collaborez. Si, justement, il n'y a pas de jeunes qui gravitent autour de votre écosystème, c'est de vous poser des questions, mais de trouver peut-être d'autres groupes de jeunes, des jeunes de la communauté, une autre organisation communautaire qui est dans votre région pour juste commencer à discuter avec ces personnes-là. Ce que je dirais aussi, puisque j'ai retenu dans le commentaire de Franck, qui était aussi de gérer un équilibre, moi, ce que j'entends, c'est vrai que ça prend du temps, ça peut être complexe, mais il y a aussi une décision qui doit être prise à un moment donné au sein de l'équipe, ou si vous le pouvez dans votre plan de travail, de mettre ça en priorité. Si ce n'est pas une priorité, ça va toujours être une tâche de trop qui va aller de côté, mais je sais que ça peut être complexe aussi. Donc là, on a donné quelques processus, fait qu'un processus de recrutement inclusif. Est-ce que le langage utilisé, inclusif, est-ce que c'est vraiment... je veux dire, est-ce que ça donne envie, là, ou bien on dirait que c'est moins agréable pour les personnes de s'engager? Est-ce que c'est bien vulgarisé, c'est ce que je cherchais comme mot? Avoir un comité de recrutement diversifié si possible, là. On le sait si le CA n'est pas diversifié, mais peut-être aller chercher des acteurs avec lesquels vous collaborez ou qui s'intéressent, tout simplement ou à la thématique que vous abordez. Vérifier les CV à l'aveugle, ça c'était pour certains, peut-être pour les plus grosses organisations, pour d'autres, ça s'applique un peu moins. Diffuser l'offre sur plusieurs plateformes. Puis je dirais même de ne pas hésiter à aller vers des organisations, à cibler des milieux. Si vous voulez tel type de jeunes, si vous recherchez quelque chose, il faut vraiment aller vers. Pour ça, offrir de la formation continue aux membres de l'équipe, les sensibiliser à divers concepts. Fait que ça aussi, ça fait partie du changement, là. Si c'est la seule chose que vous pouvez faire, mais c'est vous battre pour qu'il y ait plus de formations, pour qu'il y ait plus de choses qui se font. Faire de la place aux jeunes sur vos comités SCA, se donner des cibles concrètes. Donc, je pense que se dire on veut plus de jeunes, c'est le meilleur moyen que ça soit flou puis que les livrables soient flous. Mais de se dire, OK, d'ici l'année prochaine AGA, on aimerait ça encourager au moins un jeune à se présenter, trouver un jeune, lui parler, lui parler de l'organisation, puis le préparer. Il faut donner des cibles concrètes. Puis là, on avait mis créer des comités jeunesse que j'ai écrit, mais attention, les comités jeunesse, c'est intéressant, ça fonctionne, mais c'est très dangereux aussi parce qu'on ne veut pas créer un espèce d'autre monde jeunesse où est-ce qu'on a comme les jeunes qui prennent leurs décisions sur des choses qui ont peu d'impact des fois même, ou des projets très, très, très petits dans certains cas, alors que toutes les décisions se font ailleurs. Donc, c'est important que ce ne soit pas juste un outil pour se dire, on a plein de jeunes, chaque fois qu'on a quelque chose, des fois même, c'est les petits dossiers qu'on ne peut pas traiter ou qu'on ne veut pas traiter, genre en gouvernance, on va les donner aux jeunes. Il faut faire très attention. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient. La question des comités jeunesse. Puis oui, Katharina, je te donne la parole. Merci, désolée, tu as dit qu'on pouvait te couper. Puis je trouve ça vraiment important, le point que tu fais. Nous, c'est quelque chose qu'on a vécu, qu'on vit actuellement. Puis je trouve que effectivement, la création de comités jeunesse, quand il n'y a pas de pouvoir décisionnel en bout de ligne, que ça reste dans le consultatif, qu'il n'y a pas de budget qui suit et que c'est que des bénévoles qui font ça, je trouve qu'il y a une forme d'instrumentalisation qui, moi, mérite profondément. En même temps, c'est à la fois mon outil pour travailler au sein de l'organisation. Donc, c'est un réel défi, puis j'aime beaucoup attention que ça soit en gros parce que je pense que c'est quelque chose. Ceux qui pensent à créer ça, qui ne l'ont pas encore créé, doivent vraiment, je les invite vraiment à réfléchir à ça parce qu'une fois que c'est là, après ça, ça devient aussi l'excuse, la justification qui dit on a un. Donc, merci beaucoup pour ce point-là. Oui, merci aussi. Je vois qu'il y avait un commentaire de Franck, mais je ne suis pas sûre de saisir, de bien comprendre la question. Donc, je ne sais pas s'il y a un désir de peut-être juste l'expliquer au micro. Par rapport à l'implication sur les CA. Je ne sais pas si Audrey-Anne, je ne suis pas certaine de bien comprendre.
En fait, je veux vraiment pas parler à la place de Franck, mais de ce que j'ai compris, c'est est-ce que c'est mieux de traiter, par exemple, l'implication au CA puis l'implication dans d'autres activités de manière séparée ou de créer une symbiose entre les deux? Tu sais, c'est quoi le bon équilibre ou est-ce qu'on a des conseils à donner à ce niveau-là? Moi, c'est comme ça que j'ai compris, mais Franck, corrige-moi si j'ai pas bien compris. Oui, c'est ça. OK. OK, Oui, parfait. OK. Ah oui, c'est bon. Moi, je pense que, puis là, on revient à quand Audrey-Anne avait parlé des différents lieux de pouvoir, puis qu'est-ce qu'on entend par ça. Je pense que c'est important de valoriser toutes les formes d'implication parce qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas être sur des CA. C'est pas tout le monde qui a envie de faire ça, comme il y a plein d'autres personnes aussi dans la société qui ont 50 ans et plus qui ne veulent pas être sur des CA. Donc, je pense qu'il faut garder et valoriser de la même manière toutes les autres formes d'implication que le jeune choisit dans les activités. Après, s'il y a la nécessité de les séparer ou de les mettre ensemble, mais je ne sais pas, moi, je dirais juste avec la cohésion, puisqu'ils fonctionnent mieux selon l'organisme. Je ne trouve pas qu'il y a nécessité. Si jamais il y a un comité jeunesse et un siège jeunesse, mais tu sais, des fois, ce qui est plus facile, c'est que ce que certains vont faire, c'est que c'est un membre du comité jeunesse qui va siéger sur le CA, tu sais, faire des ponts. Mais c'est sûr que là, c'est ce qui fonctionne mieux pour l'organisation. Moi, je pense que le plus possible, c'est de faire des ponts entre toutes les formes d'engagement qui sont valorisées. C'est ce que je mettrais de l'avant, si c'est possible, justement, au niveau de l'organisation. Oui, Marie-Christine. Comment, tu parles des jeunes qui ne veulent peut-être pas s'impliquer sur les CA, mais comment on fait justement pour aller chercher la voix de. Puis là, c'est pas juste des jeunes, là, mais de ceux qui s'expriment moins, qui revendiquent moins, qui sont moins comme flamboyants, flamboyantes. Puis ça vaut autant pour des jeunes, des femmes, d'autres choses. Avez-vous des trucs justement pour aller les faire parler puis entendre cette voix-là? Oui, c'est une super belle question. Est-ce que, je ne sais pas si c'est Hélène ou Priscilla qui voulait répondre à ça ou c'était d'autres questions? Non? Moi, je voulais répondre à ça en particulier. Okay. Ouais. Dans le fond, moi, ce que j'ai vu à travers mes implications, c'est que justement, les personnes qui sont moins volubiles ou qui veulent prendre moins de place vont souvent être plus aptes à discuter au préalable. Donc, d'apporter les questions de discussion avant la réunion au CA, par exemple, pour qu'au moins ces personnes-là puissent préparer une intervention, se sentent plus à l'aise de prendre la parole si elles veulent prendre la parole. Sinon, toi, déjà, en créant cette discussion-là en plus petits groupes, en one-on-one, par exemple, tu vas être capable d'avoir la perspective de cette personne-là, puis ensuite de moduler ton discours en prenant déjà son point de vue en compte. Oui, merci beaucoup. Est-ce que Priscilla, c'était une réponse à ça ou c'était une autre question? Non, c'est une réponse aussi. Écoute, moi, dans une autre vie, en fait, j'ai fait mon mémoire sur, dans le fond, tout ce qui est participation citoyenne et j'étais dans des milieux qui étaient très défavorisés, en fait. Donc, avec des familles, des jeunes qui n'arrachaient de plein de manières, là, puis qui n'avaient peut-être pas accès justement à tous ces espaces-là pour plein de raisons. Mais moi, je te dirais, je suis très d'accord avec Hélène par rapport à la préparation, mais déjà, ces jeunes-là, tout court, il faut aller les rejoindre parce que souvent, ces personnes-là, ce n'est pas les premiers qui vont venir voir l'organisme pour dire hey, « je veux m'impliquer ». Mais je pense que de passer aussi par des organismes partenaires qui sont déjà en lien avec ces jeunes-là, tu sais, je dis ça comme ça, mais je pense entre autres au CJE là, qui s'occupe des jeunes de 16-35 ans. Je pense que c'est une belle porte, puis ces personnes-là ont déjà un lien avec le jeune. Donc, tu sais, d'aller s'impliquer un peu, de faire plusieurs rencontres, puis éventuellement, ces jeunes-là créent des liens avec vous, puis vous êtes capable de les mettre en confiance puis de les ramener dans vos organisations. Donc... Oui, je trouve que c'est un très bon point mobilisé avec des partenaires. Là. Moi, je pense aussi, je suis surtout pour celles et ceux qui n'ont vraiment pas de contact avec des jeunes puis qui n'ont pas des jeunes dans leur organisation qui évoluent. La clé, c'est de travailler avec les gens qui ont des contacts avec les jeunes parce que les jeunes existent, là, puis ils ont des contacts avec certaines personnes. Fait que c'est d'aller trouver ces personnes-là, ces organisations qui ont des liens privilégiés, de bâtir des relations. Puis là, vous allez pouvoir vraiment avoir accès à des jeunes, autant pour les consulter davantage, pour revoir un peu la direction de l'organisation, mais aussi après pour reconnaître le leadership chez certains. Pour répondre à la question qui a été posée aussi, je dirais que
moi, ce que je préconise aussi pour aller rechercher les gens avec un différent leadership, ben, c'est de faire les choses différemment au sein du CA aussi. Souvent, ben, si c'est juste des conversations où est-ce que c'est la personne qui parle le plus fort, qui parle le plus avec autorité, c'est facile de parler. Là. Moi, je peux parler jusqu'à la fin de l'atelier, non-stop, et dire rien de sérieux. Là, et ne pas, comme j'aime ça parler, il y a des gens qui aiment ça parler, qui n'ont pas peur de prendre la parole, mais est-ce qu'il y a vraiment du contenu? Ça, c'est une autre question. Mais si la manière dont sont conduites vos réunions favorise seulement les personnes qui aiment prendre la parole, qui ne sont pas gênées, bien, ça fait en sorte que vous allez toujours faciliter leur implication. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que même dans la manière dont l'atelier a été fait, c'est sûr que là, on l'a fait de manière rapido, en 3 heures, mais si vous remarquez bien, au début, il y avait beaucoup d'informations, c'était un peu plus passif, mais il y a des gens qui aiment beaucoup ça, simplement recevoir. Ensuite de ça, il y a eu un moment avec Sandrine, il y a eu les Jamboards, les gens peuvent écrire dans le chat, c'est de vraiment maximiser toutes les formes de participation possibles, puis de voir et de faire les choses autrement au sein de vos réunions. Je pense que ça va aller chercher ces personnes-là qui sont peut-être plus gênées, mais si on peut écrire, puis si c'est anonyme, bien oui, je vais participer. Puis ça, on n'est pas habitué. Des fois, ça peut être plus fatigant, mais je suis certaine que de faire les choses différemment va vous permettre d'aller rechercher des gens qui vont se sentir plus confortables de s'exprimer, surtout en tant que jeunes, si ça allait chercher d'une manière différente que simplement tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, puis genre, qu'est-ce que vous pensez de ce budget-là? T'sais? Puis la préparation en amont qui a été expliquée, moi aussi, je crois à ça, là, beaucoup de préparer. On l'a vu, là, on disait formation, puis le dernier point de cette diapositive-là, c'est la question du mentorat aussi, là, donc d'être présent pour les jeunes, qu'il y a quelqu'un du CA puis le mentorat, c'est pas obligé d'être 3 heures par semaine. Là, ça peut être vraiment juste avant le CA, un petit coup de fil à tous les membres. Là. Moi, je pense que ça peut être offert. Est-ce que ça va? Moi, je suis sur un CA qui est quand même une grande organisation. Puis la directrice, bien, ce qu'elle fait, c'est que si jamais quelqu'un a manqué le CA, elle offre de faire un maximum d'1 heure, une rencontre avec toutes les personnes absentes pour faire une espèce de mini-suivi pour que les gens restent à jour. Ça demande une volonté aussi, mais elle essaie vraiment le plus possible de favoriser vraiment le fait que tout le monde se sente bien. Il y a des gens qui sont peut-être gênés de poser des questions devant tout le monde, mais s'ils savent qu'après, ils peuvent envoyer un petit texto à telle personne du CA ou la personne au niveau des employés, bien, ça peut faire vraiment la différence par rapport à ça. Puis pour le prochain point, bien, c'est un peu, je voulais juste donner l'exemple du conseil d'administration de Citoyenneté Jeunesse, parce que ce n'est pas facile tout le temps, là. Il y a des défis au niveau de la mobilisation. On est quand même 21, mais c'est 21 jeunes de 35 ans et moins. Puis je pense qu'une des choses qui fonctionne beaucoup, c'est la mobilisation qui se fait avec des approches personnalisées. Moi, je ne crois pas qu'on va vraiment avoir un changement si on s'arrête à mettre des offres simplement sur les plateformes. C'est super important, puis on l'avait mentionné, mais d'approcher, des fois, le jeune même en lui-même ou en elle-même ne va pas voir ce potentiel-là, d'aller voir les jeunes, d'aller voir les organisations, d'aller dans des sentiers peut-être différents, ça peut faire la différence. La présidence de Citoyenneté Jeunesse va souvent faire des rencontres de suivi. Des fois, même au début de mandat, certains qui étaient peut-être plus zélés vont décider de rencontrer tous les membres seuls. Mais là, ça, c'est beaucoup de travail 21, là, fait que ça dépend après les capacités, les ressources humaines de chaque organisation. Mais ça, c'est dans son but, c'est de dire, je veux connecter avec chaque membre, je ne veux pas en perdre, je veux savoir un peu c'est quoi les choses qui sont importantes. Nous, on a un siège pour les moins de 18 ans, c'est vraiment dans nos règlements généraux, fait que c'est vraiment une expérience incroyable pour une personne de moins de 18 ans. Là, on a une jeune secondaire en Abitibi, c'est super cool. Elle arrive elle connecte, puis moi, je ne vois pas de différence à sa présence, là, vraiment. Elle amène des choses aussi super intéressantes. Reconnaître, là, ça m'amène à reconnaître les différentes formes d'expérience. Et nous, c'est sûr qu'on va... Pardon, mon Dieu, j'avais un gros chat. C'est sûr qu'on va... d'office, vu que c'est 35 ans et moins, on va avoir beaucoup de jeunes que c'est leur première expérience. Mais il y en a aussi qui sont directeurs administratifs dans une organisation, là, puis qui ont vraiment toutes les compétences, les connaissances. C'est super varié, mais nous, on fait le choix de savoir que oui, ce jeune-là, il veut postuler pour la vice-présidence, puis il a été élu, puis on va devoir se retrousser les manches, mais ce jeune-là aussi a droit d'apprendre dans un environnement sain. C'est ce qu'on essaie de donner aux jeunes. Puis l'opportunité de représentation, mais après, c'est de les valoriser aussi parce qu'on ne veut pas que ce soit juste mobilisé pour que ça serve à l'organisation. C'est-à-dire que, ben oui, on a notre jeune, on a notre photo, oh yes, nos stats sont entrés. Qu'est-ce que le jeune gagne? Puis nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'à Citoyenneté Jeunesse, on a quand même
certaines demandes, des demandes d'entrevue, des demandes de participer à des trucs de consultation. Malheureusement, la COVID a fait que c'était un peu moindre dans la dernière année, mais on essaie toujours de pousser et de leur donner des opportunités simplement de représentation. Puis ça, c'est quand même excitant de savoir que si elles reçoivent une demande de Radio-Canada pour que les jeunes s'expriment puis ils disent « Est-ce que vous pouvez nous envoyer un jeune? » Bien, ils savent qu'ils font partie de ce bassin-là pour aller s'exprimer. Fait qu'il y a comme un retour aussi qu'on essaie de donner. Ce n'est pas parfait du tout, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment. Puis l'importance d'accepter d'être flexible aussi. Ça veut dire aussi qu'il y a des jeunes qui ont quitté. Là, on a des postes vacants en ce moment parce qu'il y a des jeunes qui ont déménagé d'une région à une autre. C'est une transition, c'est des âges où il y a beaucoup de transitions. Là. Certains parlaient de conciliation travail-famille. C'est d'accepter d'être flexible, mais pour nous, ça ne veut pas dire que, ben là, comme il y a beaucoup de transitions, on enlèvera ce poste-là. Non, au contraire. C'est là où est-ce que les jeunes sont. On a une structure qui fait en sorte qu'on a des employés qu'on va supporter les absences potentielles s'il y a des postes vacants, mais on accepte aussi les jeunes tels qu'ils sont. On ne demande pas la perfection ou la performance, mais on accepte que c'est une saison de transition. Fait que certains vont avoir des familles, certains vont avoir d'autres choses, les études qui peuvent être prenantes. Fait que parfois, ça demande une certaine flexibilité, là.